Bonjour, vous écoutez Calmos, le podcast. Je suis David Honora et comme toujours, je suis accompagné de mon acolyte Hugo Alexandre. Comment ça va, Hugo ? Ça va très bien, je suis chaud. Eh ben, c'est parfait parce que pour ce nouvel épisode, on a le plaisir de recevoir Mehdi Maizi. Comment ça va, Mehdi ? Coucou, très bien, je suis très content d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Alors Mehdi, tu es journaliste, notamment identifié spécialiste rap. Oui. Tu as publié d'ailleurs à propos du rap un essai en 2025, Le rap a gagné, mais à quel prix ? Tout à fait. On te connaît aussi pour être fan inconditionnel de Zinedine Zidane, mais... Ne l'est pas. mais c'est pas une profession, malheureusement. Non, malheureusement. Sinon, je serais très riche, je pense. Ouais. Donc, on te retrouve tous les jours sur France Inter dans ton émission à la régulière depuis la rentrée, Exactement, depuis fin août, ouais, tout à fait. Ça se passe bien, t'es content des invités ? Très content. Ouais, juste vraiment, c'est une émission pour le coup qui est, même s'il y a du rap qui est pas uniquement rap, donc j'avais aussi envie de parler d'autres choses, notamment de cinéma, puisqu'on en parle aussi un petit peu dans cette émission. Et on te retrouve aussi en podcast tous les lundis dans le Moscast. Tout à fait. Avec, je crois qu'on peut dire une fine équipe. On peut dire une fine équipe. Des acolytes. Bien sûr. Avec notamment Guiran, Cyril et Mathias, et puis souvent des invités, ouais. Ok. Pour moi, c'est devenu mon substitut du Floodcast. Ça fait plaisir. On est évidemment très loin du Floodcast, mais c'est drôle parce que beaucoup de gens nous disent ça, mais je pense qu'ils nous ont aussi fait pas mal de passes D en nous invitant déjà dans le Floodcast et en nous recommandant. Il y a tellement des gens orphelins du Floodcast que du coup, tout le monde cherche un peu son substitut, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs options. C'est un peu comme après la chute de l'Empire romain, quoi. Je sais pas qui vous êtes, mais moi, j'ai choisi le Moscast. Merci. Et donc, comme tu disais, tu t'intéresses aussi au cinéma. D'ailleurs, tu as longtemps présenté Rap Jeu, donc un jeu sur le rap, et tu as fait récemment la version ciné de ça avec Allociné. Tapis jaune, exactement. On a fait 3 épisodes seulement pour le moment, mais ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on s'est côtoyés il y a 10 ans dans les studios de Binge Audio. Absolument. Quand moi je participais à Nos Ciné et toi tu faisais Nos Fun. Tout à fait. Je savais déjà que tu étais un grand passionné de ciné. Notamment. D'ailleurs, on avait fait un épisode où Nos Ciné parlaient de rap et nous on parlait de cinéma. Exactement. Je crois qu'on avait fait un switch comme ça. Et tu avais fait sur l'Impasse. Ouais, on a fait l'Impasse de Palma. Exactement. Mon réalisateur préféré, donc. Mon film préféré. Vous aviez parlé de rap du coup. Nous, on avait parlé de rap au cinéma. Je sais plus de quoi exactement. On avait fait un florilège. Ouais, c'est ça. C'était vraiment avec Yannick Dahan notamment. Ouais. Est-ce que ces émissions sont toujours écoutables aujourd'hui ? Ouais, les deux. Les deux, tu peux les trouver. On mettra les liens sur YouTube d'ailleurs, je pense. Tout à fait. Bon, et je crois que le concept de notre podcast, il est parfait pour toi parce que tu te revendiques toi-même un peu flemmard et t'aimes bien qu'on te raconte des trucs. J'adore. Ou des films même. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire. C'est le principe de Calmos, le podcast. On raconte un film en entier à un invité qui ne l'a pas vu. Et j'ai raconté en l'occurrence un vieux film, un classique parmi les classiques, un film de 1957 qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, qui est numéro 1 du top 111 de Sens Critique, quand même. Ok. Donc c'est un film qui est très apprécié, avec une note de 8,7 sur 10. Je donne les infos. Et ce film, c'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Tout à fait. C'est son premier film et qu'il a réalisé à 33 ans. T'as pas vu 12 hommes en colère, mais est-ce que tu sais des choses sur 12 hommes en colère Qu'est-ce que t'en sais ? Il me semble, alors déjà, effectivement, je sais que c'est un grand classique, un peu intimidant. Des fois, il y a des films comme ça, on sait qu'on les verra dans sa vie, on sait pas forcément quand. L'exemple parfait, je pense, c'est Citizen Kane, qui est souvent... on sait que c'est le plus grand film de tous les temps, en tout cas, souvent présenté comme ça, mais beaucoup de gens de ma génération, en tout cas, l'ont pas vu. Je parlais de ça avec JB, Telle Forme de Clic, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, ne l'a pas vu. 12 hommes en colère, c'est un peu pareil, il fait partie de ces très grands films comme Casablanca aussi, tu sais, que j'ai pas vu non plus, qui sont souvent cités vraiment comme des choses très fondatrices et que j'ai pas vu. Donc déjà, je sais que je sais que c'est vraiment un film qui est célébré et unanimement vu comme un grand film. Et après, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un film de procès, en fait. C'est ça, que c'est vraiment que tout se passe, ou quasiment, dans un tribunal. C'est essentiellement ce que je sais, et qu'il y a Henri Fonda, également. Il y a tout à fait Henri Fonda. Mais après, j'ai rien lu autour du film, mais c'est les infos que je sais de quelques lectures, mais c'est tout. Je sais pas grand-chose de plus. Et alors... J'avais même oublié que c'était Lemaitre, tu vois, qui réalisait. J'avais même plus ça en tête. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que parmi ces classiques très réputés comme ça fait partie de ceux qui sont très abordables. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu intimidant, mais en fait, tu le regardes et justement le côté film de procès. Oui. Ce qui fait peut-être que ça vieillit bien du coup, en fait, parce que le côté huis clos, enfin, si c'en est un, en tout cas, ça peut passer l'épreuve du temps en fait plus facilement que d'autres. Et c'est ça qui est cool avec ces totems de cinéphiles, genre Citizen Kane, Casablanca et tout, c'est quand même des très bons films, mais en fait tu rentres dedans très facilement. Faut juste lancer le film à un moment donné. C'est ça. Mais il y en a quand même qui sont un peu plus durs à regarder, quoi. Je trouve que, en tout cas, 12 hommes en colère, c'est beaucoup plus abordable que Citizen Kane. Ah ouais, tu trouves ? Enfin, on va raconter aussi Citizen Kane, donc on pourra se poser la question. Et toi, Hugo, du coup, ton rapport à 12 hommes en colère ? Moi, je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai vu qu'une seule fois. Ok. Et j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et donc, je sais à peu près les mêmes choses que toi, du coup. Ok. Tu te souviens si t'as aimé ?
Je me souviens que j'ai beaucoup aimé, alors je me souviens que c'est un huis clos en tout cas, que c'est même ça se passe dans une pièce du tribunal, si je me souviens bien. Ouais. C'est des délibérations, c'est ça, non? Ouais, c'est ça qu'on suit en fait, je crois. entre les jurés. Et en fait, il y a Henry Fonda et 11 autres gars, et je me souviens de aucun des autres gars. Bon, je te souhaite bien du courage pour raconter cette histoire, parce que du coup, il y a 12 personnages. Après, pour le coup, c'est facile à pitcher. Parce que en gros, c'est vraiment 12 mecs dans une pièce, quoi. C'est ça. C'est facile à pitcher. Par contre, raconter dans le détail, va falloir peut-être un peu s'accrocher, mais je pense que je vais essayer de m'en sortir. Moi, c'est un film que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois. Je me rappelle pas quand je l'ai vu la première fois, mais je crois que j'étais assez jeune. Et c'est le film qui m'a fait découvrir le concept de huis clos, en fait. Okay. Enfin, c'est la première fois que j'ai pris conscience de ça. Un peu plus tard, j'ai vu 8 femmes aussi, qui est de Ozon, qui m'a aussi j'ai bien aimé, moi, à l'époque, ce film. Ouais. J'ai pas revu, d'ailleurs. Et il y a un truc marrant, en fait, avec le concept de huis clos. En fait, ça rajoute quelque chose au cinéma. Souvent, le risque, ça va être d'être dans un truc qui se rapproche du théâtre filmé. Ouais. Mais quand c'est bien fait, et dans le cas de 12 hommes en colère, c'est très bien fait, ça peut être génial, quoi. Il y a un huis clos qui sort au cinéma, là, français. Ouais. N121, bus de nuit, où tout se passe quasiment tout se passe dans un bus. Trop bien. Et qui est pas mal. Tu l'as vraiment. vu? Ouais, c'est un premier, parce que j'ai reçu un des comédiens de Just Riyad. Okay. Et c'est plutôt une bonne surprise, vraiment, où on a des passagers dans un bus, plein de choses qui se passent. Et surtout que c'est vraiment un thriller, et c'est assez rare dans le cinéma français. Ouais. Donc je conseille vraiment, c'est un premier film de Morad Aissaoui, je vais pas écorcher son nom. Voilà, vu que tu me parles de huis clos, que j'ai reçu hier, je conseille aux gens d'aller le voir, c'est cool. On prend les recos au passage. Bon, vous êtes prêts? Let's go. C'est parti pour 12 hommes en colère. Alors le film, il commence sur un plan extérieur. Donc il y a au moins quelques images qui sont pas enfermées. En noir et blanc, c'est un film en noir et blanc. Et on est au pied des marches face au palais de justice de New York et au sud de Manhattan. La caméra panote le long des colonnes, donc on voit le tribunal jusqu'à monter tout en haut du bâtiment. Et puis, on a un panneau dans l'autre sens, vers le bas depuis l'intérieur. Donc, juste, ça plante le décor. On va être au tribunal. On a un mec qui rentre dans le cadre. La caméra le suit, il prend l'ascenseur. En fait, c'est une fausse piste. Il y a un autre mec qui sort. La caméra le suit. C'est un autre mec qui va dans une cabine téléphonique. On ne sait pas trop qui on va devoir suivre dans cette histoire. Et on finit par aller jusqu'à une salle d'audience, la salle d'audience 228, dans laquelle se tient un procès. D'ailleurs, est-ce que t'aimes les films de procès, toi, Mehdi, en général? Ouais, plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, pas forcément les films, en tout cas des scènes de procès, je pense à Peur Primale, tu vois, où il y a quand même, c'est pas un film de procès, mais il y a quand même ça. Avec Edward Norton. Avec Edward Norton et Richard Gere, exactement. Il y a pas mal parce que je l'avais revu il y a pas longtemps, il y a pas mal de comédiens et de comédiennes aussi, un peu marquants des années 90 dans ce film. Et c'est marrant parce que je pense à un film dont je suis pas spécialement fan, mais qui m'avait marqué, c'est Le Droit de tuer, de Joel Schumacher. Avec Matthew McConaughey, Sandra Bullock, je crois aussi. Bref. Je me souviens de ça, donc oui, j'aime bien. Après, c'est parfois inégal. Le problème, c'est que ça nous a souvent donné une vision très... Moi, j'ai beaucoup regardé des films américains petits en VF. On pense qu'en France, les gens disent votre honneur. Objection, votre honneur. Alors, ça nous donnait, je pense, une vision très fausse de ce qu'est la justice et la vie dans les tribunaux français. Mais ouais, j'aime bien, en tout cas. Et surtout, c'est aussi parfois l'occasion de voir des vraies prestations de comédiens et de comédiennes. Tu sais, quand t'as des grands monologues, etc. C'est souvent l'occasion de ça, en fait, de voir des acteurs un peu sans donner accord. Je pense aussi à L'Associé du diable, Keanu Reeves, Al Pacino, où il y a des scènes aussi dans le tribunal, justement, quelques monologues de Keanu Reeves, etc. C'est des premiers films qui me viennent comme ça. Hugo, toi, les films de procès? Moi, c'est justement le côté américain est très très emphatique. Du coup, j'accroche moins. J'ai moins l'impression d'un vrai procès. Moi, j'aime bien ça. Du coup, je préfère presque les films français où c'est un peu genre Anatomie d'une chute, par exemple, où t'as une impression de vérité et un peu moins de. Mais en même temps, la justice c'est un peu de l'acting aussi. Donc, de toute façon, c'est de la vérité. Mais oui, d'ailleurs, il y a une variante française de 12 hommes en colère, c'est L'Hermine, je crois, avec... Ah oui, ça je l'ai vu, qui est un film centré sur le jury, quoi. C'est un procès d'assises avec Fabrice Lucchini dans le rôle du juge. C'est pas autant huis clos, mais en fait, tu suis le jury, quoi. Qui est plutôt un bon film. Moi, j'aime bien... Enfin, je trouve les films de procès, je suis d'accord avec toi que c'est inégal, mais en général, le plus bas niveau est déjà cool. Enfin, je suis déjà dans un bon truc avec les films de procès, quoi. Bon, alors, en l'occurrence, le procès, en fait, il a déjà eu lieu. C'est la fin. Et le juge, il est en fait en train de résumer la situation. Et face à lui, il y a le box des jurés. Et il y a quoi dans le box des jurés? Il y a 12 hommes. Des jurés. Pas encore en colère. Dont Henry Fonda. Alors, pour le moment, on les voit un peu de loin. Et en fait, plus précisément, il n'y a pas 12 hommes, ils sont 14 à ce moment-là. Parce qu'il y a aussi les suppléants. Et en fait, là, dans cette scène, les deux suppléants, ils se font tâche du film, en fait, tout de suite.
C'est les Sabri Lamouchi de tu me 12 parles, hommes en colère. Donc, en fait, t'as ce principe de s'il y en a un qui est malade ou quoi, faut des suppléants. Ouais. Ils suivent tout le procès, mais ils participent pas aux délibérations. Ouais. Alors, ils écoutent le juge qui expose les enjeux. C'est un procès pour meurtre avec préméditation. Le juge dit, il insiste là-dessus, c'est le plus sérieux des crimes. Effectivement, meurtre, c'est quand même chaud. C'est sérieux, ouais. Et du coup, l'accusé encourt la peine de mort. Et il résume qu'il y a un homme qui est mort et la vie d'un autre en jeu. Et il précise un point juridique qui est important. S'il y a ne serait-ce qu'un doute raisonnable, reasonable doubt, cette notion dans le droit américain, alors il faut déclarer l'accusé non coupable. S'il y a le moindre doute, on ne va pas l'envoyer à la chaise. Reasonable doubt, qui est le nom du premier album de Jay-Z. Ouais, je me permets de dire. Il faut le placer. C'est bon, c'est vrai, expert rap aussi, je dois justifier ça. Ouais. Bon, alors pendant qu'il raconte tout ça, on a un travelling sur les jurés, donc là on découvre un peu plus près les visages. Ils sont 12 qui vont être les personnages du film, et ça va être mon gros challenge, ça va être d'essayer de vous les présenter progressivement et que vous vous repériez entre les différents persos. Aussi, on est en 1957, ce sont tous des hommes et ils sont tous blancs. Ça, c'est un aspect. On est donc en 57, c'est vraiment pas longtemps après Rosa Parks, c'est l'année d'après. Et c'est l'année aussi de la première loi sur les droits civiques, donc la représentation, notamment des Afro-Américains. On est dans quel état? On est à New York. New York, tu disais. Ouais. D'accord. Le juge leur dit qu'ils vont maintenant aller délibérer. Ils se lèvent et là, on découvre l'accusé. D'abord de dos, et puis avec un gros plan sur son visage. Il a vraiment l'air tout jeune. C'est un petit jeune. L'acteur, c'est un mec qui s'appelle John Savoca. Il a fait que ça au cinéma, ce plan. Ok. Un plan muet où on voit son visage. Ah, il parle pas. Ok. Ouais. Et il est blanc aussi, mais il est légèrement basané, je dirais. Je sais pas à quel point c'est raciste de dire ce terme. Tu te démerdes tout seul. Mais en fait, tu sens qu'il y a, enfin, c'est quand même un sujet comme ça. Ouais, ok, d'accord. D'ailleurs, ça va revenir. Et justement, j'ai fait des recherches, il y a des débats sur Internet pour essayer de déterminer son origine ethnique. Il est peut-être sicilien ou portoricain. Et c'est un peu un sujet, mais c'est jamais dit très explicitement dans le film. Et d'ailleurs, il y a un fun fact, il y a eu un remake de 12 hommes en colère, tourné en 1997, 40 ans après, par William Friedkin quand même. Ah ouais, ok. Pour la télévision, donc c'est un téléfilm. Et dans cette version qui est en couleur, il y a plus de diversité. Déjà, le juge est une femme. Ok. Le temps a passé. Pourtant, dans pas le nom d'une série, ça? Si, ça fait penser à ça. C'est Corinne Touzet. Corinne Touzet, je crois, exactement. Avec Corinne Touzet. Et par contre, le jury, comme ils ont gardé le titre, c'est quand même que des hommes. Ouais. Et dans la version de Friedkin, il y a plusieurs Afro-Américains, donc il y a plus de diversité de ce point de vue-là. Et aussi, le casting est assez génial. On retrouve plusieurs stars de la télé. Il y a notamment James Gandolfini. Ah ouais. Et Tony Danza. Donc il y a quand même un film où tu as des face à face entre. Tu l'as vu ou pas, ce feuilleton? Ouais, et du coup, j'ai regardé. C'est vraiment le même film. Oui, d'accord. Mais avec en couleur, avec des acteurs. Franchement, c'est très cool. Et Tony Danza de Madame est servie. Il y a aussi le mec de Deux flics à Miami. Enfin, franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment un truc très télé, quoi. Enfin, c'est vraiment des gens de la télé américaine. Ça a été un événement à la télé à l'époque de faire, tu vas prendre toutes les stars de la télé. C'est ça. Et voilà. Quoique sur James Gandolfini, c'était avant les Sopranos. Exactement. Il a fait trop Romance, mais c'était pas encore une star de la télé, ouais. C'est ça. Bref, on a un fondu enchaîné entre le visage du jeune accusé et une pièce qui est pour le moment vide et dans laquelle va se dérouler tout le film. C'est la jury room et le générique commence avec une musique lancinante à la clarinette. Enfin, je crois que c'est de la clarinette. Je sais pas pour qui je me prends, je connais rien. Musique de qui? C'est un mec connu? Ah, j'ai pas checké. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si c'est de la clarinette, je suis pas sûr. Les jurés arrivent, ils s'installent. Il y en a qui enlèvent leur veste, il y en a qui fument des clopes. On est vraiment sur un bon panel de ricains blancs américains des années 50. Il y a de la testostérone, il y a de la calvitie, il y a de la cravate. Est-ce qu'il y a le pantalon remonté jusqu'en dessous? Ouais, il y en a comme ça. Il y a de la bretelle. Je sais pas s'il y a de la bretelle apparente, mais il y a sûrement de la bretelle. Ouais. Il y en a un qui est vraiment tiré à 4 épingles, il a sûrement des bretelles sous sa veste. Et alors d'ailleurs, on remarque vite un détail important, il a l'air de faire très chaud. Et il y a un mec en costume rayé avec un chapeau qui se dirige vers un ventilateur, mais il marche pas. Donc ils ont très chaud, ça va être un élément dans l'intrigue, il fait chaud, et ça va peut-être jouer sur leur colère. La caméra se balade dans la pièce, passe d'un juré à l'autre, et tout le film va être composé de séquences assez longues comme ça. C'est à la fois assez découpé, mais il y a des moments de plan séquence très bien chorégraphiés. Enfin,
c'est fou, et tu vois que c'est son premier film, mais tu vois que c'est un cinéaste dingue. Ciné Lumet, c'est le nombre d'idées de mise en scène qu'il a dans un si petit espace. Sauf qu'en fait, le mec a 33 ans, ce qui est très jeune pour un réal quand même, fait un classique ultime, c'est dingue en fait. Je savais pas qu'il était aussi jeune à ce moment-là. Ouais, sachant qu'on n'a pas trop dit sur Ciné Lumet, mais il a fait pas mal d'autres classiques derrière, quoi. C'est Serpico, Un après-midi de chien, Network, Le Verdict, il a fait aussi un autre film de procès qui est vraiment pas mal. Bon, et donc les mecs s'installent et il y a un type qui est en chemisette et qui a l'air de prendre les commandes. Et en fait, les jurés sont numérotés et lui, c'est le jury numéro 1. Donc, il a un peu le rôle de président du jury. Et il propose de commencer tout de suite par un vote pour voir où se situe le... C'est pas Henri Fonda, le numéro 1. C'est pas Henri Fonda. D'accord. D'ailleurs, Henri Fonda, j'ai même un doute sur est-ce qu'on l'a vu dans le travelling. En tout cas, on n'a pas insisté sur lui dans le travelling de début qui présentait... C'en est un parmi d'autres. C'en est un parmi d'autres. Vous allez voir qu'il va être introduit de manière un peu spectaculaire, enfin légèrement spectaculaire. Okay. Donc on commence à repérer un peu les personnages. Il y a le mec au chapeau préoccupé par la chaleur, il y a le jury numéro 1. Là on a une conversation avec un petit nerd à lunettes qui a pas l'air très à l'aise. Un nerd en 1957. Ouais. Pour moi on est déjà sur le trope du nerd. Ok. Il a des petites lunettes et tu sens qu'il est un peu stressé et en fait il s'intéresse, il est un peu content d'être dans un jury et il dit que c'est la première fois et tout. C'est le plus jeune de il tous. A l'air plus jeune, mais il a une bonne calvitie. Donc je sais pas dire son âge. Il y a des calvities qui se déclarent jeunes. Oui. Je vois de quoi tu parles. Non, c'était pas. Quoique la mienne, elle est arrivée tardivement. Avec la naissance de ma fille, ça a été fulgurant. Ah, c'est ça? Tu penses est-ce que tu mettrais ça sur le dos de ta fille? Ouais, et franchement, oui. Parce que, et d'ailleurs, c'est aussi sur le dos de mon père, parce que c'est quand même à la base, très héréditaire. Je le trouve très injuste avec ta fille, en fait. Mais, justement, pour mon père qui m'a eu très jeune à 21 ans, et lui, sa calvitie, il l'a eu très jeune à 21 ans. À cause de toi? Je pense à cause de moi. Donc, je vois, pour moi, il y a un lien de cause. Ok. Donc, il y a un petit nerd à lunettes et il est en conversation avec un mâle alpha blasé qui raconte que lui, il a déjà fait plusieurs procès, il a plusieurs fois été dans le jury. Et lui, je vais l'appeler macho facho. Okay. Parce que le premier truc qu'il dit en parlant de l'accusé, c'est que si c'était lui, il faudrait s'occuper de ses racailles avant qu'il passe à l'acte. Okay. Donc, ça nous positionne le gars. Oui. C'est le premier truc qu'il dit dans le film. Il n'a pas dit genre métèque. Je trouve dans ces films-là, tu sais, en VF, souvent, il y avait des mots comme ça. Des mots qu'on n'emploie pas en vrai. Métèque, c'est des trucs super racistes, tu vois, que personne dit vraiment, quoi. Ouais. Lui, il n'a pas dit ça, il a dit racaille. Il l'a pas dit. Et racaille, c'est, j'ai vu le film en VO et je sais plus exactement comment il dit, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et clairement, c'est le genre de gars qui pourrait dire métèque. Ou basané. Ouais. Alors, j'en connais d'autres qui disent basané. Hein. Ça peut vite arriver à un dérapage. Comment on dit basané en politiquement correct? Pas une personne racisée maintenant. Une personne racisée. On dirait ça. Mais mais je sais pas s'il est racisé. Ouais, c'est ça. C'est ce doute, c'est racisé. Tu te dis qu'il est racisé, mais c'est pas sûr. J'ai cette question avec le streamer Anime. Ouais. Est-ce qu'il est racisé? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que le nom Anime tout le monde sur une piste. Ça met un doute. Mais en fait, le gars, il s'appelle Jean-Marc. Je crois. Je crois. Hein, mais racisé, ça veut dire que les gens projettent une vision sur lui. Ouais. C'est pas forcément le cas. Donc, là, on va sur un terrain glissant. Ouais. Oui, j'allais dire que tu peux avoir le truc inverse. Tu peux être white passing, tu peux être racisé, mais ça se voit pas. Ouais, bien. Ce qui est encore un autre sujet. Évidemment. Bon, les jurés du coup s'installent autour de la table, ils vont voter et ils attendent juste un gars qui est aux toilettes. Et là, justement, à propos des toilettes, il y a un petit détail. En fait, il y a 2 portes pour les toilettes dans le décor. Il y a des toilettes pour les hommes et des toilettes pour les femmes. Ce qui veut dire qu'en fait, il pourrait très bien y avoir des femmes dans le jury. Et effectivement, j'ai fait des petites recherches. C'est possible, les femmes dans le jury, à partir de 1927 dans l'État de New York. Okay. Donc ça faisait longtemps. Ouais. Et de ce que j'ai compris, c'est Reginald Rose, qui est donc l'auteur du scénario, et en fait de ce qui était avant une pièce. 3 ans avant, il a écrit une pièce de théâtre qui a été adaptée. Apparemment, il s'est inspiré de sa propre expérience de juré, qui était qu'avec des hommes, mais dans le cadre d'un procès militaire. Donc c'est encore un contexte un peu différent. Parce que c'est tiré au sort, les jurés. Donc, a priori, il y aurait à peu près la moitié. Mais c'est pas totalement tiré au sort. En fait, il y a du tirage au sort et il y a aussi les avocats de la défense et de la... C'est quoi le contraire de la défense? En gros, partie... je sais pas, ou le procureur. En fait, pardon. Je sais plus. Tu l'avais pas? Non. Et en gros, en fait, il y a un truc de sélection du jury. C'est-à-dire que en fait, les deux parties vont essayer de constituer le jury qui les arrange. Oui. Et d'ailleurs, il y a un super film sur ça, s'appelle, super film,
Un film pas mal. Sur ça s'appelle Runaway Jury avec Gene Hackman et John Cusack. Okay. C'est le maître du jeu en français. Et c'est sur des spécialistes des jurys. Et en fait, ils font des enquêtes de fous. Ils mettent les gens sur surveillance en amont pour faire en sorte de composer le meilleur jury et d'avoir les bonnes raisons et tout. Tu parlais de films de procès. Il y a aussi de toute façon, les Américains, même, ils filment leurs procès, donc il y a un truc, c'est un truc qui est très cinématographique. Et il y a aussi, alors, un des procès les plus, je pense, mythiques, c'est O.J. Simpson. Et alors, il y a la série Netflix, tu sais, avec Cuba Gooding Jr., qui est très cool. Mais il y a surtout, j'en parle parce que là, ce que tu racontes, ça me fait penser à la manière dont justement, les jurés ont été choisis, sélectionnés pour le procès d'O.J. Simpson. Et c'est très bien raconté dans un documentaire qui est extraordinaire. Je crois que c'est un documentaire ESPN qui est sur Disney+ maintenant. Et c'est O.J. Made It in America. Je crois que c'est en 3 ou 5 épisode, je sais plus, d'1 heure. C'est extraordinaire, vraiment. Et l'histoire, elle est incroyable. Déjà, c'est vraiment un des trucs les plus fous, en fait. Surtout qu'en fait, il raconte vraiment qui était O.J. avant et ce que nous, on connaît pas vraiment, tu sais, cette histoire-là. Voilà, exactement. En fait, quand t'es un Européen ou un Français, on se souvient du procès, mais on n'a pas le background à quel point c'était un mec super important dans la pop culture américaine. Il raconte le procès, il raconte aussi ce qu'il est devenu après. En fait, dans les années 2000, c'est lunaire, ça devient un brigand, quoi. Tu vois. Et donc voilà, mais il raconte aussi comment Johnny Cochran, etc., sont très sélectifs sur les jurés et en font même à un moment une affaire raciale. Enfin, c'est passionnant, justement, ce truc-là. De toute façon, effectivement, tout ce procès est fou, quoi. Mais oui, et donc effectivement, c'est pas, enfin même encore aujourd'hui, la mixité du jury, en tout cas en termes de genre, est pas du tout. Enfin, ça dépend. C'est pas forcément respecté, quoi. C'est pas du tout. Enfin, ça peut être tout, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu un cas assez notable dernièrement, c'est le jury qui a acquitté George Zimmerman dans l'affaire du meurtre de Trayvon Martin. C'était un jury entièrement féminin. Donc en fait, il peut y avoir des situations même récemment où c'est possible, tout est possible. C'est fou, Donc, pendant que les mecs s'installent, ça nous laisse le temps de découvrir 2 autres personnages. Il y a un mec qui est un pubard bien peigné, à la Mad Men. Vraiment, en plus, on est dans l'époque. Il se présente comme un pubard. Et il est un peu relou, il parle de ses projets et tout. Et il y a un grand mec de dos, en costume blanc, qui fume sans rien dire en regardant la fenêtre. En regardant par la fenêtre. Ça, c'est Henry Fonda, quand même. Il se retourne, c'est Henry Fonda. Voilà. Il est là. Alors, Henry Fonda, d'ailleurs, ça te parle, Mehdi, c'est qui pour toi ? J'ai pas vu grand-chose. Pour moi, c'était Une fois dans l'Ouest, essentiellement. C'est le père de Jane Fonda, que j'ai vu d'ailleurs. C'est marrant, j'ai découvert, enfin, je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. J'ai vu le film Stanley et Iris de Martin Ritt avec De Niro. J'ai pas vu pour ça. La première fois. C'est pas indispensable, mais étant fan de Niro, c'est toujours cool de voir un nouveau film avec un acteur que t'aimes et une actrice que j'aime beaucoup aussi. Mais d'ailleurs, c'est le dernier film de Martin Ritt, en fait, qui est un réalisateur que je connaissais pas, mais qui est super important dans les années 50, 60, etc. Et il est mort peu après la sortie de ce film-là, Stanley Harris. Voilà, mais Henry Fonda, sinon, franchement, j'ai pas vu grand-chose avec lui. Il était Une fois dans l'Ouest que j'ai vu quelques fois dans ma vie. Et je veux pas dire c'est tout, mais j'ai pas vu beaucoup de films avec lui. En fait, Henry Fonda, ça a été d'abord une grande star dans les années 30-40. Et en fait, justement, il était Une fois dans l'Ouest. C'est déjà une superstar au moment de 12 hommes en colère, en fait. C'est déjà quelqu'un de très, très connu. Sauf qu'il vient de passer 10 ans à quasiment pas tourner de film, notamment à cause de sa proximité à l'époque avec le Parti démocrate. Et en fait, dans les années 50, il y avait la chasse aux sorcières et il y avait un truc... et donc, il n'était pas dans le camp le plus pratique pour tourner. Et c'est un peu le film qui va le relancer, même si c'est pas un énorme succès public. Et il est notamment coproducteur sur ce film-là. Donc, il est un peu à l'impulsion du film, même s'il a détesté être producteur. Et donc, c'est une star dans les années 30-40 avec notamment 2 films de John Ford, Les raisins de la colère et La poursuite infernale. Et il est plutôt l'incarnation du bien. Donc en fait, dans Il était une fois dans l'Ouest, il est complètement à contre-emploi. Oui, ok. Et c'est un peu une figure, un peu comme James Stewart, genre du bon américain, c'est ça Le bon américain, il est extraordinaire dans Il était une fois dans l'Ouest. C'est fou. Son regard, vraiment, il est filmé aussi. Vraiment, il y a un truc où il est terrifiant, mais il est filmé par Léon comme un truc terrifiant, quoi. Grave, je l'adore dans ce film. Et comme tu as dit, en fait, il est même carrément à l'origine d'une dynastie, parce que c'est le père de Jane Fonda, c'est le père de Peter Fonda aussi. Peter Fonda qui est dans Easy Rider. Ouais, c'est vrai. Et c'est le grand-père de Bridget Fonda, qu'on voit dans Jackie Brown de Tarantino. Absolument. Elle n'a pas fait grand-chose, non? Elle n'a pas fait grand-chose. On la connaît surtout pour ça, elle a fait quelques trucs. Vous pensez quoi des Nepo Baby, vous? Ça dépend lesquels. J'ai un peu un problème, quand même. Ça me dérange, même quand ils sont talentueux, je sais pas, le principe me dérange. Tu vois, t'es l'enfant d'une légende, donc tu vois. Quand tu t'intéresses au pédigré de n'importe qui, en fait, tu te rends compte souvent que même des gens, tu sais pas, mais c'est le neveu d'un tel ou d'un tel, et en fait, ils ont toujours été un petit peu aidés d'une manière ou d'une autre. C'est très rare les gens qui percent comme ça sans rien. En fait, pour moi, il faut un niveau de talent inouï
pour compenser le fait d'être Nepo Baby, quoi. Ouais. Donc, il y a quand même des Nepo Baby que j'aime bien. Oui, mais évidemment. Mais moi, je crois que t'es branché foot, toi, un peu, non? Ouais. Moi, mon problème avec les Nepo Baby, il vient de Jordi Cruyff. Tu te souviens de Jordi Cruyff? D'accord. Qui était, je sais pas si t'es branché foot, toi aussi. Oui. Ouais. Bah, tu vois, je me souviens pas de lui, mais qui était, encore heureux. Mais qui était donc le fils de Johan Cruyff, donc légende des Pays-Bas et de Barcelone. Et je me souviens de matchs dans les années 90 où le mec était titulaire au FC Barcelone. Le mec était pas bon, quoi. Mais juste parce que c'est vraiment le fils de l'entraîneur. Ouais. Et je sais pas, à cause de lui, j'ai un problème avec les Nepo Baby. Tu le fils de Claude Puel. J'allais dire le fils de Claude Puel, ou Claude Puel était entraîneur, là. Oui, c'est vraiment abusé. C'est ça. Mais le sport, je trouve, en vrai, si t'es vraiment bon, voilà. tu vois, si t'es éclaté comme Jordi Cruyff, ça s'arrêtera vite, tu vois. Il a même des sélections avec les Pays-Bas, hein, c'est fou. Et qu'est-ce que tu penses des fils de Zidane, alors? Alors, Lucas Zidane est d'une beauté inouïe. Ça, on s'en est d'accord. Mais je veux dire, c'est abusé qu'il soit titulaire dans l'équipe d'Algérie. Je veux dire, le mec, il est petit. Enfin, tu vois, il doit pas être là. Tu vois, pour le coup, c'est pareil, quoi. Il a pas sa place. Mais bon, mais il est très beau. Bon. Alors, on continue de découvrir les personnages. Il y a un vieux enrhumé, que je vais appeler le vieux enrhumé. Parce qu'on n'a pas les prénoms? On n'a aucun nom. Ok. Et d'ailleurs... en fait, c'est anonyme, en fait. Ouais, ils sont pas censés donner leur nom. Ils se donnent pas leur nom entre eux. Ok. D'ailleurs, au générique, ou sur IMDb, en fait, il y en a dont définitivement on ne connaîtra jamais les noms. Et en fait, ils sont nommés par leur numéro de jury. D'accord. Parce qu'on arrive à connaître le numéro de jury, et ça, je vais revenir dessus, parce qu'ils s'assoient dans l'ordre autour de la table. Et donc, on peut les connaître comme ça. Est-ce qu'on peut faire un petit récap de qui je vais arriver au récap, t'inquiète. Okay. Donc, il y a le vieux enrhumé. Il y a un mec très sérieux, avec des petites lunettes, qui lit le journal. Et lui, il est courtier à Wall Street. À ce moment-là, le macho facho lui raconte qu'il est chef d'entreprise et il essaie de filer sa carte au courtier, mais il se prend un vent. On commence à avoir un peu des interactions. Ouais. Et aussi, le mec au chapeau, il y a un élément de caractérisation qui est important, c'est qu'il est fan de baseball. Et en fait, il a envie que les délibérations ne traînent pas trop parce qu'il y a un match le soir. Le mec au chapeau, il a chaud, c'est ça? Et il est très chaud. Il transpire. Il a chaud, ouais. Donc lui, à partir de maintenant, je vais l'appeler le fan de baseball parce que ça va souvent revenir il veut voir le match, en fait. Je pense que le baseball est plus important que son chapeau dans sa définition. Clairement. Ok. Il est fan des Yankees à New York. Donc je récapitule. On connaît pour le moment 8 jurés. Il y a le juré numéro 1, le nerd à lunettes, qui est le juré, là je l'ai dit dans l'ordre, qui va être le numéro 2. Il y a le macho facho à côté. Il y a le courtier sérieux, 2 qu'on ne connaît pas, le fan de baseball, Henri Fonda, le vieux enrhumé, le pubard. Au total, on en connaît donc 8, et il y a les jurés 5, 6, 9 et 11 qu'on n'a pas encore découverts. Ils s'installent tous autour de la table, et d'ailleurs, justement, on découvre le juré 11, qui lui a une moustache, je vais l'appeler Moustache. Il y a souvent, dans tous nos podcasts, il y a un mec qui s'appelle Moustache. Et pardon, est-ce qu'en anglais, le titre, ça s'appelle, c'est l'équivalent de 12 hommes en colère, donc la traduction, pour le coup, elle est littérale, quoi. Ok. Le fan de baseball, il est décidément vraiment une grande gueule, donc pour le moment, c'est lui qui parle le plus. Il est représentant de commerce. Et il discute avec le juré 5 à côté de lui, qu'on va découvrir aussi. Il lui demande s'il est fan des Yankees aussi. Et il répond que non, il est de Baltimore. Est-ce que vous savez c'est quoi l'équipe de baseball à Baltimore? Wow. Non. C'est les Orioles. Ok. Orioles. Ça s'invente pas. Ouais. Et ça faisait pas longtemps qu'ils étaient arrivés à que la franchise était arrivée à Baltimore. Ok. Le juré 5, c'est le mec modeste. Ça a l'air d'être un bon gars. Il est modeste, il parle pas trop. Il a l'air... Un taiseux. Un taiseux, ouais. Faut se méfier des taiseux quand même. Parce que non, mais il est. En fait, ça se voit sur son visage que le gars, il est modeste. Okay. Le juré 9 revient des toilettes et c'est un vieux vraiment vieux. C'est un retraité. Donc je l'appellerai le retraité ou le vieux. Attends, on n'avait pas déjà un vieux? Il y a le vieux enrhumé. Ah faut distinguer le vieux enrhumé. C'est un vieux qui est pas enrhumé. Du vieux. Il y a le vieux enrhumé, il y a le vieux. Exactement. Et donc on peut passer au vote pour reprendre un peu la température. Le juré numéro 1, il prend vraiment il fait un peu de zèle, il prend son rôle à cœur. Il rappelle les enjeux, il dit que s'il déclare l'accusé coupable, il l'envoie à la chaise électrique, donc c'est quand même pas une décision à prendre à la légère. Et ils font un vote à main levée. Ils demandent qui vote coupable, toutes les mains se lèvent, sauf une. À ton avis, Mehdi, qui ne lève pas la main? Henri Fonda, évidemment. Henri Fonda, exactement. Ah oui. Il n'est pas là pour rien, c'est Henri Fonda. Il n'est pas là pour rien. Bon, les autres sont un peu saoulés. C'est lui qui casse les couilles à tout le monde. Il casse les couilles à tout le monde. Et exactement, ça leur casse les couilles. Et il lui demande... Attends, tu penses vraiment... Ils voulaient tous qu'ils soient coupables. Ça, tous disent qu'il est coupable. Ok, lui c'est le seul, ok. Donc il y a 11 hommes en colère là.
Bah pour le moment ils sont un peu ils disent mais ça commence à monter. Alors, ils comprennent pas en fait. Attends, et quand tu dis qu'il est encore en train de regarder au loin avec sa clope, ou là, non, ils sont tous assis. Ce serait génial qu'ils disent non, tu vois, sans lever la main, sans les regarder. Mange pas de ce pain là. Lui. Non, et d'ailleurs il est. J'ai dit qu'il y avait le mec modeste, mais en fait il est assez humble dans le film. Le personnage, enfin justement, il dit qu'il sait pas. Il sait pas si le mec est innocent. Il est pas en mode non coupable. Je suis persuadé qu'il est innocent. Il est en mode non coupable. Il n'est pas convaincu. Je suis pas convaincu. Il faut au moins qu'on en discute. Doute raisonnable. Voilà. Exactement. Donc on en apprend un peu plus sur l'accusé. Il a 18 ans et en fait il est accusé d'avoir poignardé son père. Alors là le macho facho il est assez remonté. Pour lui c'est évident que le mec est coupable. Le fan de baseball, il enchaîne et il dit qu'il a un argument, c'est que si 11 mecs pensent qu'il est coupable, ça doit être qu'il est coupable. Ok. Lui, il n'a pas le temps. Hein. Fonda, il se défend, il dit qu'il y a quand même la vie de quelqu'un en jeu et il veut juste prendre le temps d'en parler. Il envoie une petite pique aux fans de baseball, il lui dit au moins on en parle au moins 1 heure. De toute façon, le match, il commence pas avant 20h. Il a très bien compris que lui, c'est ça qui l'intéressait. Et là, on est encore dans l'après-midi. Est-ce que, le film... Quand il en parle 1 heure, le film est dans les délais, en temps réel. Ouais, c'est à peu près en temps réel. Ouais. Ok, d'accord. C'est pas du plan séquence tout le temps. Oui, mais en tout cas, globalement, ouais. On sent le temps qui passe quand même. Bon, du coup, ils commencent à discuter. Fonda rappelle que l'accusé a eu une vie difficile. Il revient sur ces éléments de contexte. L'accusé a grandi dans un taudis. Sa mère est morte quand il avait 9 ans. Il a passé 2 ans dans un orphelinat pendant que son père était en prison. Son père était en prison pour faux et usage de faux. Et voilà, il a eu une vie difficile. Donc, on peut réfléchir peut-être au contexte, à ce qui s'est passé. Là, le vieux enrhumé se lève et il part dans un monologue vraiment haineux en disant qu'il connaît ces gens-là. Donc, déjà, on rentre un peu là-dedans, ces gens-là. On ne sait pas trop de quoi il parle, mais enfin, on voit un peu de quoi il parle. D'après lui, voilà, ces gens-là, pour lui, sont des menteurs. On ne peut pas leur faire confiance. Et d'ailleurs, il va un peu trop loin parce que son voisin, le vieux, à un moment, se lève et lui dit de fermer sa gueule, quoi, quand même. Ok. Il commence déjà à crisper les autres. Et en fait, ils se connaissent pas tellement. Enfin, ils se sont pas encore rencontrés. Ils ont pas beaucoup parlé entre eux. Au même. En fait, ils ont passé du temps ensemble. Je pense qu'ils ont fait leur déj ensemble. Ils ont écouté ensemble, mais ils se sont pas confrontés en fait pour le moment. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres films de procès où justement tu vois plus le détail, l'évolution. Tout à fait, Il n'y a pas déjà des binômes de la cantine justement qui sont formés. J'y connais un, mais ils ont même pas le droit de passer du temps ensemble en dehors. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Pareil, info pas vérifiée. Pareil d'ailleurs, je crois parce que moi je me suis toujours posé la question et je n'ai jamais cherché la réponse, mais quand t'es juré comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on t'appelle, t'as pas le droit de refuser. Comment ça marche? Vous savez pas? Ouais, alors en France, ça m'est arrivé d'être présélectionné. Mais comment ça se passe? Genre, parce que t'es sur Unis avant ou non? Ça peut être n'importe qui? Ouais, en fait, moi j'ai reçu un courrier qui m'a dit que cette année j'allais être sur la liste. C'est la liste où tu peux être. T'as rien fait au préalable, c'est juste que t'es citoyen français. Ouais, c'est ça. Okay. Et normalement, et alors après, quand t'es sur la liste, tu peux être appelé. En France, je crois que c'est comme ça, t'es appelé à venir au tribunal et il y a le truc où les avocats vont choisir ou réfuter les... Parmi des différents profils, dont le tien et d'autres. C'est ça. Et après, une fois que t'es désigné, normalement, t'as pas le droit de refuser, sauf faut vraiment avoir des raisons hyper solides pour refuser. Et je crois que t'es indemnisé. Il y a un truc, mais je suis pas sûr de ça. Et c'est peut-être différent aux États-Unis et en France aussi. Ok. Dites-nous en commentaire. S'il y a quelqu'un qui est expert. Là, on a des personnages du coup justement qui interagissent. Il y a le pubard qui montre à Moustache le dessin d'une pub pour les céréales sur lesquelles il a bossé. Donc, il est relou le pubard. Vraiment, il est pas concentré. Le juré numéro 1 du coup le recadre et il aimerait que la discussion avance. Et là, du coup, le pubard se sent obligé d'intervenir, de participer et il a une idée. Comme il y a une seule personne qui est en désaccord, ça pourrait être intéressant que les 11 autres essayent chacun leur tour de le convaincre en disant ce qu'ils en pensent. Vous pensez quoi de cette approche? J'aurais dit l'inverse. Moi, j'aurais dit c'est à lui de convaincre les autres puisque c'est lui qui fait chier tout le monde. Entre guillemets. Donc, du coup, mais non, c'est plus intelligent que ce que ça j'imagine. Ça lui met beaucoup de pression sur la gueule quand même d'être. Mais disons que s'ils sont effectivement, c'est vu qu'ils ont tous l'air d'accord. C'est étonnant que lui devienne directement le personnage principal qu'on doit convaincre. Tu vois. Ça. Après, moi, je trouve ça plus juste de faire comme ça parce que au moins, ça réduit un peu l'effet de groupe. C'est chacun est un peu obligé de dire ah bon, tu dis coupable, mais défends un peu ton point de vue, quoi. Et c'est au petit nerd de commencer. Donc lui, il est un peu timide, il est pas très à l'aise. Il a pas
tant d'arguments que ça. Il pense juste que le mec est coupable parce que un témoin l'a vu commettre le crime, quoi. On ne sait pas combien de temps le procès a duré avant. On n'a pas d'infos sur est-ce que ça a duré des jours, des semaines. Si, plusieurs jours, je pense. Okay, c'est des gros procès. Ça a duré quelques temps. J'ai pas la durée exacte, mais c'est plusieurs jours. Ouais. Et il y a eu qu'un seul témoin, du coup. Il dit un témoin a vu. En tout cas, pour lui, il y a un témoignage confondant. Quelqu'un l'a vu commettre le crime. D'accord. Vous allez voir qu'il y a plusieurs témoins, mais ça, on va le découvrir petit à petit. Ensuite, il y a Macho Facho qui prend la main et lui, il est plus sûr de lui. Il dit qu'il n'est pas biaisé par ses émotions personnelles. Il veut simplement parler des faits. D'ailleurs, il sort un petit calepin sur lequel il a noté des trucs. Et justement, on va avoir des faits, en tout cas donnés par lui. Le meurtre a eu lieu dans l'appartement du père et le voisin du dessous a entendu du bruit à minuit 10. Ça avait l'air d'être une bagarre et il a entendu le fils crier « Je vais te tuer ». Peu après, il a entendu un corps s'écrouler. Il a couru jusqu'à sa porte, a ouvert la porte d'entrée et il a vu le gamin descendre dans les escaliers et sortir de l'immeuble. Il a appelé la police et la police a trouvé le père mort avec un poignard dans la poitrine. Pour moi, le fils est coupable. Ouais, bah voilà, je suis désolé, mais je m'emmerde d'être d'accord avec Macho Facho, mais il est coupable. Donc, on fait un petit point d'étape. Pour le moment, toi, tu vas être coupable. Il est coupable. Je me doute bien que c'est pas aussi simple que ça, mais il est coupable. Hugo? Non, j'attends les autres. Attends de voir. Bon. On passe au juré suivant, c'est le courtier sérieux avec les petites lunettes. Et pour lui, l'histoire du fils, la défense du fils ne tient pas, parce qu'il prétend qu'il était au cinéma, mais il a été incapable de citer le titre du film ou le nom des acteurs quand il a été interrogé le soir du meurtre. Okay. Là, le vieux enrhumé, c'est pas son tour, mais il ajoute qu'il y a un autre témoignage. Donc il y a 2 témoins. Il y a la voisine d'en face qui, elle, a carrément vu le meurtre de sa fenêtre. Ah, donc c'est elle. C'est elle qui a vu le meurtre. Okay. Là, le vieux enrhumé se lève et il développe. Il explique qu'elle a reconnu le gamin, parce qu'elle le connaît depuis des années. Elle l'a vu commettre le meurtre à minuit 10. Et sur ce, Henri Fonda, il le modère un peu, en ajoutant un détail important. En fait, il y a un métro aérien entre les fenêtres, entre les 2 immeubles. Et d'après son témoignage, elle a vu la scène à travers les fenêtres du train, des derniers wagons du train qui passaient à ce moment-là, au moment du meurtre. Donc, oui. Voilà. Ça va prendre avec des pinces, son témoignage. Et puis, il ajoute un truc, Henri Fonda, il demande pourquoi il croit au témoignage de cette femme et pas au témoignage du fils, parce que cette femme, elle est aussi de ces gens-là. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça énerve un peu le vieux enrhumé et il va se rasseoir. On enchaîne avec le mec modeste, et en tant que bon mec modeste, il préfère passer son tour. Ok. Mais pour autant, il pense qu'il est coupable. Ouais. Ok. Il est juste il est pas très à l'aise. On n'a pas le droit de voter blanc à ce truc. Non. D'accord. Enfin, il est un mec modeste, raciste. Oui, voilà. Il y a aussi, malheureusement, voilà, ça existe. Non, mais pour le moment... C'est pas parce que tu dis rien que t'en penses pas moins. Ouais, en fait, on va en découvrir plus sur ce personnage. Il est suspect pour moi, lui. On arrive au juré numéro 6. C'est le dernier que j'ai pas encore présenté. Et lui, je crois que c'est l'un des seuls avec le fan de baseball à pas avoir de cravate. Et dans son style, visiblement, et dans sa manière de parler, et on va l'apprendre aussi par la suite, c'est un prolo. Il est peintre en bâtiment. Et il explique qu'il a été convaincu assez tôt par la culpabilité du fils, notamment parce qu'il a réfléchi à un mobile. Et il y a un autre élément, c'est qu'il y a eu une dispute préalable vers 20h, le soir du meurtre. Et c'est ça qui a déclenché par la suite l'envie de meurtre. Fonda répond que ça prouve rien, que le gamin, de toute façon, il s'en est pris plein la gueule toute sa vie. Il se faisait aussi battre par son père et par plein d'autres gens quand il était plus jeune. On ne sait pas ce que fait Fonda dans la vie. Hein. On ne sait pas encore. Et le courtier sérieux dit que c'est quand même plausible parce que ça a pu être, même s'il a vécu tout le temps une vie difficile, ça a pu être cette dispute la goutte de trop, quoi, le moment qui l'a fait basculer. Bon, Fonda, il est toujours pas sûr. Il dit, il y a des doutes, quoi, dans les 2 sens, tout est possible. C'est au tour du fan de baseball. Pour lui, il suffit de voir le pédigré du fils. Il a balancé une pierre sur un prof quand il avait 10 ans. Il a volé une voiture à 15 ans. Ça fait des années qu'il joue du couteau. Ce gars, il est coupable, quoi. Il y a le background qui parle pour lui. Ah, c'est vrai que le couteau, poignardé... Ouais, y a des... Moi, je suis de la team coupable, je vous le dis. Hein. Pour le moment, tu restes à convaincre. Ouais. Bon, et là, Macho Facho, c'était plus son tour, mais il embraye. Et il dit que les gamins sont comme ça maintenant. Ah oui, c'est vraiment un réac, lui. Ouais, que lui, quand il était enfant, il appelait son père monsieur. Et il raconte qu'il a un fils qui a 22 ans aujourd'hui. Et il sort une photo de son portefeuille. Et il raconte que quand son fils avait 9 ans, il l'a vu fuir une bagarre. Et ça l'a tellement embarrassé d'assister à ça qu'il a failli vomir, quoi.
Déjà, tu vois le macho facho de l'enfant. Ah, il voulait que son fils se batte ou de voir son fils fuir une bagarre, ça l'a dégoûté. Quoi. Ouais, c'est pas un vrai mec, quoi. Ouais. Et justement, il est pour la bagarre, du coup. Il a décidé. Il est pour que son fils soit pas une mauviette. Ouais, c'est ça, je crois, dans ça. Et il le formule exactement comme ça. Il dit que en voyant cette scène, il a décidé qu'il ferait un homme de son fils, quitte à le casser en deux en essayant. Il le formule comme ça. Quoi. C'était des années avant l'éducation positive. Hein. On était très loin de Montessori, là. Et justement, alors, il continue. D'ailleurs, toi, tu as une fille, Mehdi. Ouais. Comment je la casse en deux. Tu la casses en deux. Voilà. Pour qu'elle soit solide, pour qu'elle affronte. Exactement. La vie, c'est dur, ma chérie. Non, mais c'est un vrai sujet de comment on transpose l'éducation que nous, on a eue à nos enfants. Ça, c'est un sujet qui est important avec ce personnage dans le film. Et parfois, même dans mon entourage, c'est souvent un sujet où tu essayes de pas refaire les erreurs de tes parents. Complètement, ouais. Après, surtout que nos parents, moi, franchement, j'ai pas de critique à faire sur l'éducation que ma mère m'a donnée. Tu vois, j'en suis très heureux. Mais effectivement, il y a des choses elle a fait des erreurs, comme j'en fais aussi, hein, tu vois. Mais il y a aussi des choses parfois qui sont liées aussi même à l'époque, tu vois. Par exemple, j'en parlais il y a pas longtemps avec Patrick Beau dans son podcast. Tu vois, on parlait de ça, on est arrivé à parler de ça. Et c'est drôle. Moi, vraiment, ma mère, elle a pas souvent levé la main sur moi, mais elle a levé la main sur moi. Tu vois, c'est arrivé. Tu vois, je me suis pris quelques roustes quand j'ai fait des conneries, etc. Genre, moi, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Tu sais que, en fait, il y a des trucs aussi qui évoluent, tu vois. Et pourtant, moi, je veux dire, ma mère, elle m'a inculqué beaucoup de choses que j'essaye de transmettre à ma fille. Enfin, il y a des choses que je reproduis. Et puis, il y a des choses dont tu t'écartes parce que juste ça a changé en fait, tu vois. Et même sur des choses bêtes, tu sais, sur même ce qu'on mange. Enfin, nous on mangeait mal, tu vois. Il y avait tout un truc en fait mais c'est même pas la faute de ma mère, c'est des questions qu'elle se posait pas parce que la société se les posait moins, tu vois. Le nombre de boîtes de conserve, de raviolis, enfin, c'est des trucs vraiment pas bons pour la santé que j'ai parfois encore en moi, mais que j'essaye de pas reproduire sur ma fille, tu vois. Mais après je suis assez hormis les 2-3 raclées que je me suis prises. Enfin, je suis plutôt assez content de l'éducation qu'elle m'a donnée, de l'ouverture d'esprit qu'elle a essayé de me transmettre, de la curiosité qu'elle a essayé de me transmettre. Donc voilà, il y a des choses que tu reproduis et d'autres dont tu t'éloignes, je pense. Bah ouais, je pense que c'est un sujet qui est, vous allez voir, ça va revenir et qui est important en fait dans le film sur la question du rapport à la transmission et comment tu te positionnes moralement par rapport aux enfants. C'est parce que l'accusé est un enfant, quoi. Il a tué son père. Il a tué son père, donc il y a des trucs qui peuvent résonner sur certains des jurés. Ah, donc tu dis qu'il a tué son père, toi. Enfin, il a accusé. C'est un spoiler. Il a accusé, d'avoir. Gros lapsus. Et d'ailleurs, il y a souvent dans le film ce genre de lapsus. Des trucs où en fait, ta psyché peut-être. Est-ce que Henry Fonda a des enfants dans le film ? Est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on va le savoir ? On le sait pas. D'accord. On va pas le savoir. Et alors, du coup, Macho Facho, il dit qu'il a réussi à faire de son fils un homme, à tel point qu'à 16 ans, son fils lui a mis une droite. Et ça, c'est génial, ça. Et là, il est trop content, il a trop réussi. Et il ajoute, ça fait 2 ans qu'il n'a pas de nouvelles de lui. Tu vois, ça c'est marrant, c'est une question des fois que je me posais. T'as plein de grands champions, parce qu'on parlait sport tout à l'heure, quand ils te parlent de la manière dont leur père souvent les a éduqués, c'est horrible. Mais ils en ont fait des grands champions. Je pense à Thierry Henry, je pense le documentaire sur David Beckham sur Netflix, où on voit que son père était très 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 dur avec lui. Et en fait, à quel prix, quoi ? C'est-à-dire que Thierry Henry serait sûrement pas Thierry Henry sans l'éducation que son père lui a donnée, mais en même temps il explique qu'il était en dépression pendant toute sa carrière. Donc tu vois, et en même temps Thierry Henry a une carrière, c'est un sport. Enfin tu vois, c'est cette ambivalence là et je pense que qu'il adore son père et qu'il en est très fier, mais il y a un truc quand même où ça a été dur, ça a dû être très très dur pour lui. Et en même temps c'est une des composantes et même un des prérequis de sa carrière extraordinaire. C'est drôle ce truc. Il y a un film là-dessus d'ailleurs, c'est le film pour lequel Will Smith a eu l'Oscar, le film sur Williams. Il joue le père des sœurs Williams. Absolument. Ouais. Et il y a vraiment cette question. Ouais, exactement. Ouais. Et même les artistes, les chanteurs et tout, ils se basent sur leur névrose un peu pour raconter des trucs. Et notamment Gainsbourg, il a eu une enfance horrible et en fait, ce serait peut-être pas Gainsbourg. Oui, exactement. Parfois, tu te nourris de. Il y a même plein d'artistes qui disent en fait. J'ai besoin d'aller mal pour faire des bons trucs, tu vois. C'est ça. Et c'est ce qui est dur, quoi, mais en même temps, Et à l'inverse, Gainsbourg, il a du coup donné une enfance à Charlotte Gainsbourg, peut-être trop d'ambiguïté et de. Mais bon, c'est comme quoi les Nepo Babies, c'est plus compliqué que ce qu'on disait. C'est vrai. Parfois, ça peut être dur aussi. C'est vrai. Vraiment, tu vas te parler de Will Smith, je hais les enfants de Will Smith. Ouais. Je sais pas, ils sont juste beaux. Il y a le premier qu'il a eu avant Jada. Qui a une vie un peu différente. Ok, d'accord. Enfin, sa mère, elle est pas pareille. Parce qu'il y a aussi. Elle est pas médiatisée du tout. Non, beaucoup moins médiatisée. Parce que les enfants avec Jada, on les connaît, c'est des superstars, Willow et. Et ils ont le melon depuis leur plus tendre enfance. Vraiment, Jaden, c'est terrible, quoi. Ouais. Bon, le courtier sérieux reprend la parole. Et il dit que l'accusé a grandi dans un taudis
et qu'il est avéré que ce genre de personnes finissent par être des menaces potentielles pour la société. Donc lui aussi, il a un point de vue quand même assez... Ouais, le courtier aussi, oui, ok. À côté de lui, le mec modeste dit rien, mais on voit qu'il ronge son frein. On sent que ce discours-là, il aime pas. Okay. Là, il y a le vieux enrhumé... Donc c'est pas un raciste, le mec modeste. Non. Ok. Le vieux enrhumé qu'on voit juste de dos dans le plan, il commence à enchaîner là-dessus, et il dit que c'est vraiment des racailles, quoi, tous ces gens-là. Et pendant ce temps, il y a la caméra qui zoome sur le mec modeste. Et là, il finit par craquer en entendant le vieux enrhumé. Et il dit avec une voix très douce que lui aussi, il a grandi dans un taudis, qu'il jouait au milieu des poubelles sur les terrains vagues et il en a marre de ses remarques. Il se lève parce qu'il veut vraiment se faire entendre et les autres commencent à se calmer. Mais là, déjà, on commence à avoir 12 hommes en colère. Ok, là, il y a de la tension. Elle est présente. C'est au tour de Fonda. Il ne s'attendait pas à avoir la parole puisque le but, c'était juste que les autres essayent de le convaincre. Mais du coup, il a l'occasion de parler un peu et il parle de l'avocat de la défense. Et il trouve que l'avocat de la défense n'a pas du tout été à la hauteur. En fait, on est un peu dans ces trucs où tu te retrouves avec un mec commis d'office, tu n'as pas forcément les moyens d'avoir un cadre. Et il trouve qu'il y a plein de points sur lesquels peut-être il aurait fallu creuser un peu plus. Et en fait, il rappelle notamment qu'il y a très peu de preuves matérielles, que tout repose sur les deux témoins. Et en fait, peut-être qu'ils ont tort, quoi. Les gens font des erreurs parfois. Donc il y a le voisin du dessous et la voisine d'en face avec le métro au milieu. Okay. C'est les deux témoins. Macho Facho dit qu'il y a quand même une preuve matérielle. C'est le couteau. Le couteau par lequel le père a été tué. Et le fils a admis avoir acheté le soir du meurtre un couteau. Il est tellement coupable. Justement, Fonda, il a envie de parler du couteau. Et il demande à ce qu'on revoie l'arme du crime. Donc, quelqu'un demande à aller chercher l'arme du crime. Et en attendant, il y a des petites discussions. En attendant que la pièce à conviction arrive, le courtier sérieux prend la parole et il fait un récapitulatif. Il dit que le fils a admis être sorti vers 20h après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Donc en fait, la dispute, lui-même, il s'est pris des claques, il s'est fait frapper. D'ailleurs, il s'est pas pris des claques, il s'aurait pris un coup de poing par son père, le soir du meurtre. Il s'est rendu, il l'a dit, il s'est rendu dans une boutique du quartier et il a acheté un couteau, le soir même. Le mec modeste précise que c'est un cran d'arrêt qu'il a acheté. Et le mec modeste, il a l'air de connaître un peu comme il a grandi un peu dans le hood, il connaît ça. Et on sait aussi que c'est un cran d'arrêt très particulier avec une poignée sculptée. Et d'ailleurs, je dis cran d'arrêt, mais j'ai pas trouvé la bonne traduction. C'est switchblade, c'est la lame qui sort comme ça. On t'appuie sur un truc et ça fait sortir la lame. Okay. Et il y a une poignée sculptée et le vendeur a dit qu'il n'a jamais eu d'autres poignards de ce style dans son stock. Le fils, il a vu ses amis à 20h45, il a parlé avec eux 1 heure et il leur a montré le cran d'arrêt. Les amis ont identifié l'arme du crime comme identique au poignard qui leur avait été montré le soir même. Et puis, l'accusé, il prétend être allé au cinéma à 23h30 avant de rentrer à 3h10 et là, de trouver son père mort et de se faire arrêter par la police. Enfin, c'est pas lui qui a trouvé... Une séance à 23h30. Ouais, c'est... bizarre, il est coupable. Cinéma de minuit. Et à New York, la ville ne dort jamais. C'est vrai. Donc, quand il est rentré chez lui, il y avait la police qui avait déjà, depuis longtemps, en fait, trouvé le corps et il se fait choper par la police. Alors, il est allé acheter un couteau et après, il va au ciné comme ça. Enfin, c'est quoi son projet peut-être pour se défendre au quotidien, des patates. C'est plutôt ça. On ne sait pas trop son projet. Ouais. Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé au cran d'arrêt qu'il a acheté? Et il dit qu'il l'a perdu entre le cinéma et son retour chez lui. Pardon, très suspect. Ouais, c'est suspect. Donc là, pour le mec sérieux, c'est complètement improbable, quoi. Il a menti, il se rappelle pas du film, il a perdu le couteau. Enfin, ça fait trop de coïncidences, c'est trop bizarre. Bon, et ça tombe bien là parce qu'il y a l'arme du crime qui arrive. Le mec sérieux montre le couteau, qui est effectivement très particulier. Il y a un dragon sculpté sur la poignée. Et la lame, c'est une sorte de lame un peu ondulée. Et il dit qu'il a jamais vu un couteau comme ça. Et il le plante dans la table pour vraiment marquer son point. Et il dit comment Fonda peut croire à une coïncidence pareille, quoi. C'est le même couteau, il l'a acheté le soir même, c'est juste pas possible. Et Fonda dit, il sait pas, mais il dit que c'est possible, qu'une coïncidence est possible. C'est possible qu'il y ait peut-être un autre couteau. Macho Facho, il surenchérit, il dit c'est impossible. Ou c'est le même, mais que c'est quelqu'un d'autre qui l'a récupéré, un des potes de... Ouais, il y a plein de possibilités en vrai. Et là, Fonda, il se lève, il met la main dans sa poche, et il sort un couteau qui plante dans la table. C'est le même couteau. Il en a un autre couteau. Donc là, tout le monde pète son crâne. Genre, vraiment l'effet de fou. Ah ouais, c'est exceptionnel.
Et tout le monde lui dit où est-ce qu'il a trouvé ça, comment c'est possible et tout. Et Fonda, il explique qu'il allait se balader la veille dans le quartier où le meurtre a été commis. Et il l'a trouvé chez un prêteur sur gage, à 2 rues de l'appartement. Et il coûtait $6. Donc en fait, c'est possible. Des couteaux comme ça, il y en a d'autres, tu peux trouver le même. C'est possible. Il l'a acheté pour le procès, pour en faire une démonstration. C'est justement peut-être un des éléments. Lui, il avait déjà des doutes, et je pense que ça a vachement nourri ses doutes, quoi. Quand même. Donc, potentiellement, s'il n'avait pas trouvé ce couteau la veille, le gars, il aurait été coupable. Potentiellement, ouais. Il y a plusieurs jurés qui commencent déjà à dire ça prouve rien, que la possibilité que le meurtre ait été commis avec le même cran d'arrêt, elle est, c'est infime, quoi. Ça, c'est vraiment trop une coïncidence. Et Fonda dit vraiment c'est possible. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le fan de baseball et le vieux enrhumé, ils commencent à s'impatienter. Eux, ils sont vraiment team coupable à fond et ils veulent que ça avance. Et ils disent on va y passer la nuit et on va jamais réussir à se mettre d'accord. Ce qui peut donner à une situation qui est juridiquement possible, c'est ce qu'on appelle le hung jury ou jury bloqué. C'est quand le jury n'arrive pas à se mettre d'accord, faut faire un autre procès, quoi. Ouais. C'est pas un non-lieu, c'est autre chose. C'est pas un non-lieu, c'est jury bloqué, il faut faire un autre procès. Et ça emmerde un peu tout le monde d'arriver à cette situation. Il faut éviter ce genre de situation. Et donc, Fonda, il réfléchit à une proposition. Il propose un nouveau vote. Et il dit, maintenant qu'on a raconté ce qu'on s'est dit, je propose un nouveau vote à bulletin secret cette fois. Moi, je vais m'abstenir. Si, à nouveau, vous êtes 11 à voter coupable, je me rangerai à l'avis dominant. OK. Wow. Couillu, il propose ça. Le juré numéro 1 prépare des petits papiers. On suit avec la caméra Henry Fonda qui va s'isoler dans un coin de la pièce. Il est charismatique dans le film, globalement, on sent qu'il... Ouais, en fait, pour le moment, son charisme... Alors après, là, il vient de faire un effet de fou. Ouais. Mais ça reste le mec qui doute, quoi. C'est pas il impose pas son truc. Juste, il veut qu'on discute, il veut que la justice triomphe. C'est pas son charisme qui convainc qui va influencer les gens. Ça va plus être ouvrir à la réflexion et tout ça. Et là, par exemple, il est inquiet. Il est inquiet et il a quand même aussi des doutes, quoi. Il aimerait bien qu'on puisse continuer à discuter. On a un travelling sur la table avec la caméra qui suit les mains en gros plan qui sont en train de remonter les bulletins jusqu'au juré numéro 1. Donc là, il y a 11 personnes qui vont voter. Ouais. Moi, mon prono, c'est que là, il y a 10 qui vont rester sur leur avis et une qui va changer. Très bon prono. Et je pense que la personne qui change, c'est le modeste. Le taiseux. Eh ben, tu penses comme macho facho. Je suis vraiment d'accord avec lui surtout. Je suis vraiment désolé de te le dire. Depuis tout à l'heure, je suis d'accord avec tous ses arguments. J'ai le même système de pensée que lui. C'est terrible ce qui se passe. On découvre quelque chose d'incroyable dans ce podcast. Bon, alors, il y a quand même le suspense qui monte. On dépouille les bulletins un par un. Coupable, coupable, coupable. Sur l'avant-dernier papier, c'est écrit non coupable. Le 11e est également coupable. Donc, il y a vraiment un seul qui a changé d'avis. On se demande qui a changé d'avis. Et avant même qu'on ait le temps de se demander, Macho Facho accuse le mec modeste. Normal. Il commence à l'enchaîner, à lui gueuler dessus et tout. Le mec modeste, il se défend, il dit un peu timidement, égal à lui-même, il dit « Pourquoi tu penses que c'est moi qui ai changé mon vote ?» Et là, il y a quelqu'un qui les interrompt et qui dit « Non, c'est moi. » À votre avis, qui c'est ? Le très vieux. Le vieux vieux. Ouais, le vieux vieux, c'est vrai qu'il avait repris proposé à l'autre vieux. Ouais, c'est le vieux vieux. Et il y a d'ailleurs un plan sur lui, parce qu'en plus, il y a de l'aura, là. Il y a de l'aura, il y a l'intervention du sage un peu. Même s'il est un peu frêle et tout, mais en fait, il dit, c'est important que là, moi, j'intervienne. Donc, c'est le vieux retraité, c'est le boss. Et il tient à expliquer son vote. Même si les autres, ils le traitent un peu mal aussi. En fait, il y a un peu d'agisme de la part des autres. Oui, c'est ça. Il est vieux, il dit n'importe quoi. Ouais. Bon, j'aurais réagi pareil. Et il tient à expliquer son vote et il dit qu'il a été impressionné de voir Fonda résister à la pression du groupe. Et que même s'il a toujours plutôt tendance à penser que l'accusé est coupable, il a envie qu'on prenne le temps de discuter. Et il a envie Fonda l'a convaincu que ça valait le coup de discuter. Pardon, je viens de repenser à un autre film de justice, Jugé coupable, de Clint Eastwood. Ouais. Voilà, pardon. En fait, en t'entendant dire coupable, d'ailleurs, j'ai repensé à ce film. Le dernier film de Clint Eastwood, c'est un film de juré, avec le juré numéro 2. Je l'ai pas vu. Je crois que c'est bien ça, non ? C'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal, ouais. Bon, alors là, à cause de tout ça, il y a le fan de baseball qui est saoulé et qui part aux toilettes. Et là, l'ambiance est un peu délétère, les gens se lèvent, ça part un peu dans tous les sens, et ils décident de faire une pause. Et du coup, je propose que nous aussi, on fasse une petite pause. On fait souvent des petits jeux dans le podcast. Très bien.
Et là, je propose un petit jeu. C'est un jeu dérivé d'un jeu que tu avais l'habitude de faire dans Rap Jeu. Mais le Roland Filmos. Parce que je l'appelle comme ça, moi. C'est ça. On va faire un Roland Filmos. Oh, j'adore. Donc, juste pour expliquer, dans Rap Jeu, tu fais le Roland Gamos, qui consiste à un ping-pong de featuring. D'ailleurs, j'ai une question. Je ne comprends pas le jeu de mots de Roland Gamos, en fait. Alors, en gros, c'est idiot. En fait, comme c'est le côté un ping-pong, ouais. Donc je sais pas, on a dit Roland Garros. C'est ça, moi, c'est Guiran à qui je travaille encore aujourd'hui, qui a dit par rapport à Roland Garros, alors qu'en fait, on pensait ping-pong et pas trop tennis, mais à la limite, tennis, ça marche. Et en fait, un gamos, c'est une voiture et c'est un terme qui est souvent utilisé dans le rap. Donc, Roland Gamos, c'est pas génial, mais c'est... Voilà, vraiment, c'est des fois, c'est aussi con que ça. Hein. Ok, j'avais ce niveau de. Il y a rien de plus subtil, quoi. Tu vois. D'accord. Ça reste un camion, je comprenais pas pourquoi. Donc, c'est juste un terme de rap qui marche. Parce que Roland Filmos est plus limpide, en fait. Mais sauf que ça vient de... Mais c'est un dérivé de Roland Gamos. Voilà, exactement. Bon, donc on va faire la version ciné du jeu, qui consiste à donner chacun notre tour le nom d'un acteur ou d'une actrice qui a joué au moins une fois dans un film avec le précédent qu'on a cité. Ouais. Okay. On va le faire à 3, donc on va tourner. Exactement. Petite question, est-ce qu'on a le droit d'essorer un film ou pas ? Par exemple, je dis Brad Pitt, Hugo dit George Clooney. Est-ce que tu as le droit de rester sur Ocean's 8 ? Je reviendrai pas sur un film. Moi, je suis d'accord. C'est comme ça que je joue aussi. Et moi, il faut le dire avant pour que ce soit clair pour tout le monde. Et moi, j'ai un problème avec le jeu, mais je saurais pas trop comment le définir, où je trouve qu'il y a des sortes de films qui devraient être interdits. Joker. Ouais. En fait, il y a les sortes de sommes où tu as 60 000 acteurs avec des trucs, genre, je sais plus comment ça s'appelle, il y a une sorte de vague parodie des frères Farrelly où il y a 72 000 acteurs. Oui. Ah oui, Movie 43. Movie 43. Ça devrait pas compter. Chef-d'œuvre. Mais bon. Ok. Peu importe. Je pense que moi, je vais être nul à ce jeu. Le mieux, c'est de trouver la guillotine. Tu sais, l'acteur qui a joué avec personne et là, c'est bon. Ah oui. Tu vois, il y a des termes techniques. La guillotine. Ah oui, non, on fait des heures à jouer à cette merde. Toi, t'es chaud. Ça dépend. Non, si vous m'emmenez sur des trucs que je maîtrise pas du tout. Et toi, Hugo, tu penses que tu vas être... Je sais pas du tout. Je vais te lancer d'ailleurs, Hugo, sur Julia Roberts. Et George Clooney, du coup. C'est à moi, du coup. On fait comme ça. Okay. George Clooney, Uma Thurman. Je te propose un petit David Carradine. Ouais. Ah, mais là, c'est une guillotine, là. Presque, hein. Attends, David Carradine. Oh, le salaud. À la limite, il y a 2 volets de Kill Bill, donc tu peux. Ouais, non, mais ça, c'est de la triche. Prends-le, franchement, prends-le. C'est le début de la manche, là. Franchement, ça lance. Ok, et Michael Madsen. Ok. Michael Madsen, Harvey Keitel. Je vais dire Quentin Tarantino. Ouais. Salma Hayek. Salma Hayek, Pino, non, son mari. Salma Hayek, elle a pas fait une comédie romantique avec Matthew Perry à l'époque ? Ça existe, ça, je crois. Je crois que ça existe. Faut vérifier. Je suis quasi sûr, hein, mais vérifie effectivement. Donc attends, tu te dis Matthew Perry. Salma Hayek, Matthew Perry, ça doit être début des années 2000, fin 90. Coup de foudre et conséquences. Merci. Wow. Je l'ai pas vu, mais il existe. Donc Matthew Perry, Bruce Willis. Mon voisin le tueur, exactement. Bruce Willis. Il y en a eu 2 aussi, d'ailleurs. Samuel L. Jackson. Ouais, Samuel L. Jackson. Eh bien, écoutez, De Niro, car il joue dans Les Affranchis. Samuel L. Jackson. Il a un petit rôle. Ok. De Niro, Ben Stiller. Putain, je vais essayer de guillotiner là parce que ça non. Ben Stiller. Il y a un temps de réflexion. Non, faut que ça aille vite normalement. Non, je vais dire Jim Carrey. Ouais, disjoncté, je pensais à ça aussi. Ouais. Cameron Diaz. Daniel Day-Lewis. Paul Dano. Paul Dano. Eh bien, Robert Pattinson. Kristen Stewart. Kristen Stewart. Juliette Binoche. Ouais. Voilà. Ralph Fiennes, j'ai jamais su comment on disait. Ralph Fiennes. Pas sur anglais. Je sais pas. C'est Ralph Fiennes, je crois, ouais. Ralph Fiennes. Merde, putain, comment il s'appelle? Je suis perdu. Voilà, là, moi c'est mon problème, c'est retrouver le nom, ouais. Ce serait Liam Neeson. Ah oui, Liam Neeson. Oui, tout à fait, liste de Schindler, exactement. Frances McDormand dans Darkman. Frances McDormand, alors, je veux pas dire de bêtises. Brad Pitt, Burn After Reading. Ouais, Burn After Reading, ça marche. Ouais. Brad Pitt. Est-ce que je pourrais pas guillotiner sur du Brad Pitt? C'est vrai qu'on a envie de citer d'autres gars de Burn After. Ouais. Mais non. Brad Pitt, je vais encore mettre du Tarantino et je propose Lena Dunham.
parce qu'elle apparaît dans Once Upon a Time. Lena Dunham. Vas-y, prends-toi Lena Dunham. On a le droit au série ou pas? Non, pour moi, il n'y aurait pas le droit au série. Ouais, non, je connais pas assez la carrière de Lena. Ouais, moi non plus. Je pensais à sa guillotine. Est-ce que je peux pas... Après, tu peux tenter. Et ça, c'est beau. Quand tu tentes un truc et que tu le trouves sur un film, c'est magnifique. Un petit Will Ferrell. Ça peut marcher, ça. C'est pas idiot, hein. Genre dans un truc d'Apato. Ouais, je crois que ça marche pas. Je crois que ça marche pas parce que ça marche pas. Ça dit Will Ferrell, ouais. C'est plus Adam. Alors moi, je tente un truc. Si c'est sûr que ça marche sur pas. Sur Lena Dunham. Amy Poehler? Non, hein. C'est pas la même cast, c'est pas la même école. Ça marche pas. Bah, tu nous as eu. Lena Dunham qui a guillotiné. Bravo. Est-ce que t'avais d'autres choses sur Lena Dunham? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire en film? Elle a un petit rôle dans This is 40, donc on aurait pu parler. Il n'y a pas Will Ferrell là-dedans. Non, ouais. Merde, c'était pas con, mais j'aurais dû dire Paul Rudd parce qu'il est dans tout, lui. Ouais, c'est vrai, exactement. Bravo. Bon, bah voilà, on a fait un petit Roland Filmos. Ouais, très bien. Pause. Revenons à 12 hommes en colère. Oui. Je vous récap quand même rapidement parce que pour se rappeler où on en est. Un mec de 18 ans est accusé d'avoir tué son père. La grande majorité du jury est persuadée de sa culpabilité en se fondant sur 2 témoins à charge et un cran d'arrêt au design un peu rare. Mais Henry Fonda a démontré que le design du couteau était pas si rare que ça et il a convaincu le doyen du jury de le soutenir pour prolonger les débats. Pendant la pause, il se passe un peu des trucs. Il y a le pubard qui tient la jambe de Moustache en lui racontant ses aventures de pubard. Il est vraiment insupportable, le gars. Il est trop chiant. On apprend au passage que Moustache est horloger. Moustache, je ne sais pas si je l'ai dit, il a un petit accent tchèque. Okay. Petit accent de l'Est. Tu reconnais l'accent tchèque? Ouais, non, j'ai vérifié que l'acteur était tchèque. Pendant la pause, il y a Macho Facho. Ça devient un personnage cool d'un coup. C'est un danseur. Et Macho Facho, il s'excuse vaguement auprès du mec modeste parce qu'il lui est quand même tombé dessus sans raison, quoi. Et puis, Fonda va aussi aux toilettes. Et dans les shots, il y a le fan de baseball qui est en train de se recoiffer en chantonnant. Lui, franchement, il n'est pas... pas trop de stress. Pas trop de stress, ouais. Et il commence à essayer de tchatcher un peu Fonda pour essayer de le faire changer d'avis. Là, d'ailleurs, il y a juste un détail marrant, c'est que Fonda se passe le visage sous l'eau et ensuite, il veut se sécher les mains. Et il y a ce truc au mur, vous voyez, dans les toilettes avec les gros rouleaux de tissu que tu dois te tirer. Ouais. Et ils font ce truc dans le film. C'est toujours coincé, ces merdes. Déjà, en 1957, c'était coincé. Ah, okay. Et donc, il n'arrive pas à le tirer et il va sur un autre dans les toilettes pour... Donc, voilà. C'est vraiment un des... Pour moi, tu rentres dans des toilettes, il y a ça, tu passes une mauvaise journée déjà. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je me suis sur mon t-shirt. Bref, le fan de baseball essaie de rentrer dans le crâne de Fonda, mais ça marche pas, il reste impassible. Du coup, il s'en va. Il y a un autre juré qui rentre, c'est le juré numéro 6, le prolo. Et lui, il dit qu'il est persuadé que le mec est coupable, mais ça ne le dérange pas de passer du temps à débattre parce que c'est toujours mieux que de devoir aller bosser pour $3 de l'heure. Donc lui, il n'est pas dans une démarche de faut accélérer les délibérations. Par contre, avant de sortir, il dit un truc à Fonda. Il dit « Ok, c'est bien ce que vous faites, mais imaginons que vous réussissiez à tous nous convaincre, à tous nous faire changer d'avis, mais qu'en fait, c'est vraiment lui le meurtrier. » Et là, la caméra s'approche doucement du visage de Fonda. Et une fois de plus, il doute, quoi. En fait, il est quand même préoccupé moralement par ce qui est en train de se passer. Ah, donc il répond pas. On a juste la petite angoisse. Il répond sur pas. le visage. C'est vrai peut-être il l'avait pas vraiment conscientisé, quoi. Il est pas sûr, effectivement. Il a l'impression de faire quelque chose de bien, mais en fait, peut-être qu'il fait quelque chose de mal. Bon, nouveau point d'étape, où est-ce qu'on en est? Vous votez quoi? Non, mais en fait, je me rends bien compte qu'il est sûrement innocent. Mais présenté comme ça, il a l'air archi coupable. Ouais. Moi, je suis de cet avis-là. Ouais. C'est pas faux. Bon, du coup, les débats reprennent et Fonda commence à parler. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, si le mec est innocent et tout, si on est dans cette situation, etc., tu vois, comment tu réagis, tu vois? Est-ce que tu vas directement vers l'évidence ou est-ce que tu te poses la question du doute comme Henry Fonda? Tu sais, quand toi, t'es dans cette situation, je l'ai jamais été, mais tu peux avoir tendance à aller vers la facilité, tu vois? Ce que j'aurais potentiellement fait sur la situation telle qu'elle est présentée, en tout cas. Après, ce que tu te dis, c'est quand même, t'as la vie d'un gars entre les mains, et moi, je trouve ça fou que dans le film, il y a 11 personnes qui se posent pas plus la question de... En fait, le truc que je mets dans l'urne, là, ça va tuer un gars, quoi. C'est vrai, mais potentiellement, ça fait une semaine qu'on leur explique que le mec est coupable. Exactement, Non, et peut-être que l'avocat, effectivement, Fonda disait qu'il n'a pas été bon, l'avocat de la défense, etc. Donc, tu vois, c'est quand même, je pense qu'il faut quand même faire preuve d'une forme d'intelligence, en tout cas de sens de la justice pour
se poser la question quand même, tu vois. Et voilà, je sais pas si je l'aurais fait à sa place. Et pour le coup, ce qui est au-delà de ses convictions, ce qui est important, c'est de discuter en fait, c'est de prendre le temps et de réfléchir. Du coup, les débats reprennent et c'est justement Fonda qui commence à parler et il commence à remettre en cause les témoignages. Mais il s'interrompt parce que pendant qu'il est en train de parler, il voit que Macho Facho et le Pubard, ils sont en train de jouer au morpion. Non mais c'est... Donc là, il leur arrache la feuille, ça fait péter un câble, ça le fait pas rire du tout. Il leur met un coup de pression, il revient à son argumentaire. La voisine a vu le meurtre au moment du passage du métro aérien. Or, tout le monde sait qu'à New York, le métro aérien, ça fait un boucan d'enfer. Album de boucan d'enfer. Purée. Renaud. C'est un album de Renaud. Purée, bravo. Et donc, pourquoi c'est un problème, le fait que ça ait fait du bruit? Pas pour sa vision, mais parce que l'autre témoignage, il repose sur quelque chose que quelqu'un a entendu. Oui. Et donc, comme le meurtre a eu lieu au moment du passage du train, comment le vieux voisin du dessous aurait pu entendre distinctement exactement ce qui s'est passé avec les cris et aussi le corps qui tombe au sol. Et ça, ils en ont pas parlé au procès. C'est là où l'avocat est nul. C'est là que l'avocat était nul. Ouais. Donc, Macho Facho s'énerve et il dit que c'est n'importe quoi, pourquoi le vieux aurait menti. Et là, c'est le vieux qui intervient. Et lui, il a une hypothèse sur comment s'est comporté le vieux témoin. À votre avis, c'est quoi son hypothèse? Il a été stressé par le cadre de l'audience et donc du coup, il a dit des trucs, mais... non, c'est pas exactement ça. Peut-être qu'il a un grief contre le jeune. C'est pas non plus ce qu'il pense. Il pense, le vieux, il a son expérience et son point de vue de vieux. Il dit peut-être qu'il voulait juste un peu d'attention. Et en fait, il raconte, il dresse un peu le portrait du gars en disant il faut comprendre ce type de 75 ans, ça fait 75 ans que ce type personne l'écoute. Et il s'est senti insignifiant toute sa vie. Et là, à un moment, les gens veulent avoir son avis. Et donc ça... S'il avait rien à raconter, ce serait nul, quoi. Il s'est peut-être un peu fait un film. En tout cas, il a des éléments, il croit savoir. On vient le faire témoigner et ça peut suffire à expliquer qu'il a dit ça, quoi. Après, si le seul moment où il fait un truc dans sa vie, c'est pour envoyer à la chaise un mec innocent, c'est pas terrible. C'est vrai. Comme quoi, bon, il faut se méfier des vieux. Fonda ajoute un truc. Même si le fils a vraiment crié « je vais te tuer », ça prouve rien pour autant, quoi. C'est des trucs qu'on peut dire. Et justement, s'il avait vraiment l'intention de tuer son père, est-ce qu'il aurait vraiment crié sur tous les toits « je vais te tuer », quoi? Est-ce que quand tu vas tuer quelqu'un, est-ce que tu dis avant « je vais te tuer » ? Bon, pas forcément. Et d'ailleurs, Fonda, il précise ce que j'ai vu de ce gamin, à mon avis, il est trop intelligent pour faire ça, quoi. Oui, à l'inverse, tu peux dire je vais te tuer et puis pas tuer. Pas le faire. Bah oui, c'est très courant. J'ai déjà dit je vais te tuer, je pense, dans ma vie. Ah ouais. Moi, je sais pas. Je l'avoue ici. D'ailleurs, j'ai dit des choses méchantes, mais je vais te tuer, je sais pas. Ouais. C'est quand même violent. Dans quel contexte? Je saurais pas non, mais à ton père? Si, non, j'ai pas dit à mon père. Non, mais en tant que gamin, en étant gamin. Ah oui, non, moi j'ai déjà dit des choses terribles, genre je te déteste à ma mère. D'ailleurs, qu'est-ce que je m'en voulais après? Des trucs comme ça, tu sais que ça, je l'ai dit. Je vais te tuer, je suis pas sûr. Non, avec des gamins, entre gamins, je l'ai dit, moi, c'est sûr. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Dans Feu l'action. Pas à ses parents. Quand même. Comme tu dis, où j'ai dit, je vais te niquer. J'ai pas du tout niqué la personne derrière. Voilà, exactement. pour faire un parallèle. Bon, donc Fonda trouve que le gamin avait quand même l'air intelligent. Le vieux enrhumé, lui, il trouve qu'il a rien d'intelligent, que c'est juste un pauvre type. Et d'ailleurs, il parle même pas bien anglais. Et la manière dont la phrase qu'il dit pour dire qu'il parle pas bien anglais, il fait une faute de grammaire dedans. Et le moustache, dont l'anglais passe à l'anglais maternel, le reprend. Il y a un petit moment où ça fait plaisir de le remettre à sa place. Okay. C'est là que le mec modeste interrompt tout le monde et décide de changer son vote et d'opter cette fois pour non coupable. Donc là, il y a des éléments et ça commence un peu à basculer. Là, le fan de baseball, il est exaspéré. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une personne qui dit non coupable, le mec est non coupable ou il faut une unanimité? Il faut une unanimité. C'est pour ça que les délibérations, il faut arriver à l'unanimité du jury. C'est pas la majorité. Mais Macho Facho va jamais... Bah, il est chaud, lui. Ouais. Le fan de baseball, lui, il en a marre, il veut que ça avance. Moustache intervient, lui aussi, il a pris des notes et il a une question. Le meurtre a eu lieu à minuit 10 et le film a été arrêté vers 3 heures dans le hall de son immeuble. S'il avait vraiment tué son père, pourquoi il serait revenu 3 heures plus tard, en fait? Là, il y a le courtier sérieux qui a une théorie, c'est que, en fait, il aurait réalisé que l'arme qu'il a utilisée était identifiable et il est revenu plus tard pour récupérer l'arme du crime. Et c'est là qu'il se fait choper par la police.
Et en fait, il y a une discussion sur pourquoi il aurait fait ça. En fait, d'après le courtier, il était en panique au moment du crime et en fait, après, il a retrouvé ses esprits. Mais Moustache, il ajoute, s'il était en panique, comment il aurait pu penser à effacer ses empreintes sur le couteau? Parce qu'il n'y a pas ses empreintes sur l'arme. Donc là, le doute commence à se répandre parmi les jurés. Et du coup, ça énerve beaucoup le vieux enrhumé. Le ton monte et Fonda finit par demander un nouveau vote. C'est un nouveau vote à main levée. On est toujours à 3 pour non coupable. Et puis finalement, il y a aussi Moustache qui lève la main pour dire non coupable. Donc maintenant, ils sont 4. Macho facho, ça l'énerve de fou. Oui. Il prend Moustache à partie, il ramasse le cran d'arrêt sur la table en lui disant mais comment tu peux avoir un doute raisonnable alors que le mec a été vu en train de planter son père. Il lui montre l'arme. Bon, le seul truc, c'est que la pièce à conviction a été rangée, donc l'arme qu'il montre, c'est celui de Fonda, c'est l'autre. Donc déjà, son argumentaire, il est un peu bancal. Là, c'est le fan de baseball qui prend la suite, et pour lui, c'est le témoignage du voisin d'en dessous qui est indiscutable. Il dit qu'il a entendu le corps tomber, il a couru à sa porte, 15 secondes plus tard, il a vu le gamin descendre des escaliers. Et là, il y a le mec modeste qui réalise un truc. Comment ça, il a couru jusqu'à la porte? Il a dit qu'il avait couru. Parce qu'en fait, il y a un argument, enfin un élément sur le vieux témoin, c'est que en fait, il traînait la patte, quoi, quand il est rentré dans le tribunal et tout ça. Donc en fait, tu ne l'imagines pas du tout courir. Et il y a un petit débat. Alors, est-ce qu'il avait dit 15 secondes ou 20 secondes? Ça change pas grand-chose. Fonda demande à avoir un plan de l'appartement, parce que le vieux avait le même appartement en dessous. Et il vérifie les distances. Il commence à installer comme un faux lit avec des chaises dans la pièce du jury. Il mesure, il fait des pas et tout. Il mesure une distance et il dit, voilà, la distance pour aller de son lit jusqu'à la porte d'entrée, c'est à peu près 15 mètres. Donc en fait, il faut que je fasse l'aller-retour jusqu'au mur. Il met les chaises, il s'installe sur les chaises comme s'il était au lit. Et il dit, je vais faire le trajet, on va voir. Et il demande à quelqu'un de chronométrer. À votre avis, à qui il demande de chronométrer? Le courtier? Non, le petit nerd. Oui. Qui a une belle montre. Et d'ailleurs, Fonda s'impatiente un peu parce que le nerd il attend que sa trotteuse passe sur le 0 pour être précis dans son chronométrage. Bon, boum, c'est parti. Donc Fonda se lève, il commence à avancer en traînant la patte. Et là, il y a un juré qui lui met la pression, qui dit non, mais il allait plus vite, tu peux aller plus vite. Donc Fonda, il accélère un peu, il dit ouais, ok, je peux aller plus vite. Il arrive au mur, il revient, il fait semblant d'ouvrir la porte d'entrée. Et là, on arrête la montre. Exactement 41 secondes. Donc, beaucoup trop de temps, c'est impossible. Son témoignage de 15-20 secondes, c'est impossible. Et la théorie de Fonda, du coup, c'est qu'il a entendu la dispute en début de soirée. Et puis, quelques heures plus tard, il a peut-être entendu le corps tomber et la voisine d'en face crier. Il s'est levé pour aller voir à la porte et il a vu quelqu'un courir dans les escaliers. Mais il a agrégé tout ça et il a un peu brodé son histoire autour sans être sûr que c'était vraiment le fils, parce qu'il a pas pu avoir le temps de le voir. La personne était trop bas. Bon, là, il y en a un qu'on a vraiment ras le cul, c'est Macho Facho. Pour lui, c'est n'importe quoi. Le gamin est coupable. À force de réfléchir, il va leur filer entre les doigts. Donc lui, il a vraiment... Et Fonda, justement, lui dit ses 4 vérités. Il dit que depuis le début, Macho Facho, il a l'air de vouloir condamner le gamin à tout prix, comme s'il les tenait personnellement, et pas vraiment à cause des faits. Ouais. Et il le regarde et il lui dit cette phrase, il lui dit « Vous êtes un sadique ». Il lui envoie ça dans la gueule. Donc là, Macho Facho explose, vraiment. Il se jette sur Fonda, il y a 3 mecs qui le retiennent. Donc là, on est vraiment... Les 12 hommes sont vraiment en colère. Et il commence à hurler et il dit un truc dans ses hurlements, il dit « Laissez-moi, je vais le tuer ». Et Fonda lui demande s'il a dit ça littéralement. Bon, silence. Donc démonstration. Démonstration très réussie. Tout le monde regarde Macho Facho. C'est le gros malaise. Le calme. Est-ce qu'il avait prémédité le truc en le traitant de sadique? Est-ce que c'est pas son plan de dire peut-être. Est-ce qu'on va apprendre ce que fait Fonda dans la vie à un moment ou pas? Ouais, on apprend un peu plus tard. Vous avez des pronostics d'ailleurs sur ce qu'il fait dans la vie? C'est dur à trouver, je pense. Enfin, c'est pas genre il est pas policier, quoi. Oui, non, c'est pas. Non. Un métier dans lequel il faut être méthodique et journaliste. Il est architecte. On apprend qu'il est architecte. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un de posé, de calme, qui est effectivement assez méthodique. On l'apprend à un moment. Le calme est revenu. Moustache prend la parole et il dit qu'ils sont pas là pour se battre. Et il fait un discours assez inspirant sur la démocratie. Il cherche un peu ses mots, il a toujours son petit accent, mais il s'exprime parfaitement. Il y a presque le complexe de l'immigré qui
parle vraiment très bien anglais. Ouais. Et le fan de baseball est à la fenêtre, il dit qu'il va y avoir un orage. Et puis, le mec modeste remarque que le courtier a l'air sérieux, il transpire pas. Lui, c'est le seul qui transpire pas. Il fait très chaud et son air sérieux se traduit même dans son corps. Il reste zen, il transpire pas. Le prolo propose qu'on fasse un nouveau vote et chacun son tour par numéro de jury, on a un nouveau vote. Numéro 1, il est toujours sur coupable. Nerd à lunettes, non coupable. Elle a changé. Macho facho, coupable. Courtier sérieux, coupable. Mec modeste, non coupable. Prolo, non coupable. Fan de baseball, coupable. Henri Fonda, non coupable. Le vieux, non coupable. Le vieux enrhumé, coupable. Moustache, non coupable. Et le pubard, coupable. Il y a presque une majorité de non coupables, là, ou égalité. On est à égalité. 6 partout. Et il commence à pleuvoir. Alors là, on entre dans un petit moment de flottement. On est dans une nouvelle situation de statu quo, un peu 6 partout. Et en fait, comme il a commencé à pleuvoir, il fait plus sombre dans la pièce. Et du coup, le jury numéro 1 allume la lumière. Et il discute un peu avec Henri Fonda et il raconte que lui, il est coach de foot dans un lycée. Et c'est là qu'on apprend que Henri Fonda est architecte, d'ailleurs, je crois. Le fan de baseball, lui, il a toujours très chaud. Il se dit, c'est chiant quand même que ce ventilateur marche pas. Et il réessaye de l'allumer. Et cette fois, ça marche. En fait, il se dit, il devait être lié à l'interrupteur de la lumière. Depuis le début, ils ont super chaud. Il suffisait d'allumer. Du coup, les débats reprennent. Le fan de baseball, il essaie d'avancer l'idée que là, c'est mort, le jury est bloqué. Donc, franchement, on arrête. On est en jury bloqué et tout le monde rentre chez soi. On va voir le match. Ouais, c'est ça. Les autres sont pas d'accord, globalement. Fonda lui dit que, de toute façon, le match, c'est vraiment plus tard. Et il prend la parole et il commence à s'attaquer en particulier à un des jurés, c'est le courtier. Et il a un point sur lequel il veut revenir, c'est l'alibi du cinéma. Parce que le courtier, il avait dit plutôt au tout début que lui, le fait que l'accusé ne se rappelle pas le film qu'il est allé voir, ça lui paraissait chelou. Ah, donc là, il passe à l'offensive, il va les prendre un par un. Il commence à avoir... Ouais, putain, il est fort. Et, et en fait, on a quand même un élément de précision qui est intéressant, c'est que le soir du meurtre, quand il s'est fait interroger à côté du cadavre de son père, il se rappelait plus du film. Mais au procès, il a donné le titre du film et les acteurs. Il était juste sous le choc, en fait. Il était potentiellement juste sous le choc. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je me suis souvent posé dans les films. Il y a ce truc de... d'ailleurs, toi, Mehdi, est-ce que tu te souviens ce que tu faisais jeudi dernier à 21h si on te chope comme ça, est-ce que tu pourrais répondre? Non. Mais franchement, moi, la plupart du temps, je trouve ça super chaud. Moi, j'ai pas de mémoire immédiate, donc quand on me demande ce que j'ai mangé la veille, j'ai aucun souvenir de ça. Il faut vraiment que je cherche à fond. Alors que j'ai la mémoire de trucs très vieux. Non, mais je dirais, mais là, le truc, c'est qu'on lui pose la question, c'était il y a quelques heures. Donc c'est là où les gens se posent la question. C'est un peu bizarre qu'ils s'en souviennent pas. Mais en même temps, t'as l'état de choc. Et il y a l'état de choc. Je comprends que quand tu perds ton père... ouais, c'est ça. Même si tu t'entendais pas si bien avec lui, c'est quand même exactement. Un truc... et surtout, je pense qu'il se sent très vite qu'il est accusé. Donc il y a un truc... Ouais. En tout cas, voilà, Fonda pense que c'est pas un argument et il va travailler là-dessus. Justement, le courtier galère lui-même à se souvenir ce qu'il a vu au cinéma quelques jours avant et à tel point qu'il se met à suer du front, alors qu'on a remarqué juste avant qu'il transpirait pas. Et du coup, ça démontre plutôt que l'argument n'est pas forcément à retenir contre l'accusé. Là, il y a le petit nerd qui évoque un autre point. Il commence à prendre confiance et à intervenir. C'est le fait que la blessure du père semble indiquer qu'il a été poignardé du haut vers le bas. Or, ce qu'ils ont pu voir, c'est que le fils, il était plus petit en taille que le père. Et du coup, ils se demandent, est-ce que c'est logique de faire ce mouvement de bras qui part du haut, ce qui est un peu le mouvement de poignard cinématographique, quoi, la Psychose. Est-ce qu'il a pu le faire alors qu'il était plus petit? Non, mais ils n'ont pas du tout bossé au procès, en fait. C'est le genre de truc qui est un peu bizarre. Justement, en fait, ils disent qu'ils ont passé longtemps, d'ailleurs ça énerve Macho Facho, ils ont passé beaucoup de temps à décrire ce geste et tout ça. Et donc, d'ailleurs, lui, il prend le couteau et il veut faire la démonstration avec Henri Fonda, donc il se baisse un peu pour être comme s'il était plus petit. Donc là, c'est hyper malaisant parce qu'en fait, c'est les deux qui s'opposent le plus et il est face à lui avec un poignard. Et il montre que c'est quand même possible de faire ce geste. Et là, il y a le mec modeste qui intervient. Et lui, qui a grandi dans le ghetto, il a l'habitude d'écran d'arrêt. Et il dit qu'il y a un truc avec l'écran d'arrêt, c'est que tu le tiens jamais avec la pointe vers le bas. Parce qu'en fait, comme tu sors la lame en appuyant dessus, ça t'obligerait à le repositionner dans ta main. Et donc, en fait, la manière d'utiliser ces couteaux, tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces couteaux, tu vas plutôt seriner la personne comme ça, quoi.
Or, ça a déjà été dit, le fils, il sait jouer du couteau, quoi. Donc, c'est bizarre qu'il ait pu poignarder comme ça. Putain, je crois que je suis en train de changer de bord. Ça y est. Les discussions continuent. Là, le fan de baseball, il regarde sa montre. Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit connard ? Il décide de changer son vote. Donc là, il dit, maintenant, il veut voter non coupable. Il veut juste se barrer, en fait. Il veut juste se barrer. Il sent que le vent commence à tourner. Mais n'empêche, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu te rends compte, dans ce genre de situation, parfois, ton cœur peut vite pencher d'une... Enfin, tu vois, des fois, c'est tellement subtil, la différence, que c'est compliqué, en fait, d'être vraiment sûr de soi, en fait, sur des affaires. En fait, le nombre de décisions qu'on dû être rendues, par exemple, de manière complètement injuste, ou tu sais, enfin, c'est terrible, en fait. Tu vois. En fait, comme tu dois trancher de manière super binaire sur un truc extrêmement complexe, c'est ça tu n'étais pas. Il y a aussi l'effet de groupe, en fait. Quand tu as moins de responsabilités si tout le monde est d'accord avec toi que si tu t'opposes. Si tout le monde avait dit coupable au début, voilà, fin de l'histoire, en fait. Mais tu vois, c'est... Ouais. Bon, Fonda demande de faire un nouveau vote. Et il y en a un autre il y en a 2 autres qui changent. Le pubard et le juré numéro 1. Et là, on est à 9 qui sont pour non coupable. Donc, il reste Macho Facho. Le vieux enrhumé et le courtier. Okay. Le vieux enrhumé, il commence à s'énerver. Et il s'énerve vraiment tout seul. Il se lève et il part dans une grosse divagation crypto-raciste, toujours sur ces gens-là. Sauf que là, il s'enfonce dans son truc et il est tout seul. Et il continue à gueuler dans le vide. Et là, il y a c'est un truc un peu théâtral de mise en scène qui a été gardé au cinéma, mais qui, je pense, était un truc très payant sur scène au théâtre. C'est, pendant qu'il parle, tous les jurés commencent à se lever et lui tournent le dos. Silencieusement. Donc t'as ce truc. Bon, c'est assez beau, mais c'est pas très réaliste. Mais la scène est belle. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve. Mais ils font ça volontairement ou c'est juste la manière de filmer, enfin. Ouais, en fait, plutôt que de lui dire de se taire, en fait, ils choisissent de l'ignorer, quoi. Et en se retournant et de le montrer physiquement, quoi. En fait, c'est vraiment, t'as le gars même Macho Facho, il se retourne aussi. Je crois que même lui. Ok. Et il y en a juste un qui reste assis à table, c'est Courtier Sérieux, et qui, à la fin de ce rant, lui dit de fermer sa gueule et de ne plus jamais l'ouvrir. très, très froidement. Ouais, là, il y a de la tension, vraiment. Là. Ouais, genre, en fait, ça le fait un peu chier d'être dans la team de ce gars, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'ils ils sont plus que 3 à être censés être solidaires. C'est ça, c'est-à-dire que il est toujours sur le coupable, mais on sent que lui, il est quand même plus rationnel. Et il pense sincèrement que l'accusé est coupable, mais il n'est pas dans une sorte d'affect raciste ou dans le truc de macho-facho qui a l'air d'être un truc encore plus personnel. Ouais. Donc on a encore un moment de flottement. Et Henry Fonda fait le point et il dit qu'ils sont maintenant 9 à ne pas être sûrs et que c'est ce qui est la définition du doute raisonnable, en fait. Et il ne comprend pas, à ce niveau-là, avec tout ce qui a été dit, comment les 3 qui restent, donc on a dit le macho, le vieux enrhumé et le courtier sérieux, comment eux, ils ne peuvent avoir aucun doute. C'est ce niveau-là. C'est encore penser qu'il est coupable, d'accord, mais n'avoir aucun doute, ça lui paraît incroyable. Et du coup, le courtier va tenter de se lancer dans un argumentaire. Il a une raison principale, c'est le témoignage de la voisine qui a vu le meurtre. Et elle a vu le geste de haut en bas. Elle l'a décrit avant que l'expert dise que la blessure indique un geste de haut en bas. Donc ça corrobore. Elle a vu le meurtre. Et il décrit un peu plus ce qui s'est passé. Elle était au lit, son lit est à côté de la fenêtre. Elle a regardé par la fenêtre à minuit 10 au moment du meurtre et elle a bien vu ce qui s'était passé. Et là, c'est vrai, Fonda, il sait pas trop quoi répondre à ça. Il a pas grand-chose à dire. Du coup, le courtier, il se tourne vers le pubard, qui est un de ceux où le vote paraît le plus flottant. Et il commence à lui mettre la pression avec aussi Macho Facho. Et du coup, ce connard, il rechange de vote. Oh purée. Et là, vraiment, on est dans la situation où le jury est super indécis. Et le courtier, il propose qu'on se donne 1 heure limite, qu'on continue pour essayer d'arriver à une décision. On se donne 1 heure limite et il a l'air un peu fatigué. Et pendant qu'il fait ça, il retire ses lunettes et il se masse un peu le nez. Et est-ce que vous savez pourquoi il fait ça ? Absolument pas. Hugo, peut-être, tu sais. Non. Quand tu retires tes lunettes et tu fais ça comme ça. Parce qu'il fatigue. Parce que je sais pas. Parce qu'en fait, quand on porte des lunettes, il y a un point de pression sur le nez qui écrase un peu la peau à cet endroit-là. Ouais. T'as ça, Hugo. Oui. Et là, où veux-tu en venir ? Au moment où il fait ça, il y a le vieux qui réalise un truc. Au-delà du fait qu'il se touche le nez, on a en fait des petites marques aussi. La peau, elle peut être un peu rougie. Et le vieux, il a déjà vu ça quelque part. Il l'a pas réalisé sur le coup, parce que lui, en plus, il est fier de le dire, il a une vue 10 sur 10, il a jamais eu à porter de lunettes.
Mais il a vu ça sur le nez de quelqu'un d'autre, sur la voisine qui a témoigné. Elle portait pas de lunettes quand elle est venue témoigner, mais elle avait les petites marques sur le nez. Et là, tout le monde commençait à se dire, ah putain, ah oui, il y avait ça, c'est vrai. Et elle a 45 ans. On a un flashback, nous. On n'a pas d'image. Non, il y a tout pas. Est raconté. Vraiment, Et en fait, ils donnent des éléments. Et elle avait 45 ans, mais elle essayait de paraître plus jeune. Donc, il y a un peu le truc de coquetterie de venir sans les lunettes, machin. Et donc, c'est possible. On n'y a pas pensé. Elle a jamais été interrogée sur ça, mais elle porte pas de lunettes. Et il y a un autre élément, c'est qu'elle était au lit. Et le courtier est d'accord. Quand tu es au lit, personne ne porte ses lunettes. Okay. Wow. Donc, il est probable qu'elle se soit levée quand elle a entendu du bruit, qu'elle ait regardé par la fenêtre, mais qu'elle n'ait pas pris le temps de mettre ses lunettes. Ouais. C'est une possibilité. Et le courtier, il est un peu sonné, il réfléchit et il a l'air d'accord. Et en fait, il change son vote pour non coupable. Le pubard aussi, bon, lui... de toute façon... Il va encore changer, lui. Ouais, il repasse sur non coupable. Il reste que vieux enrhumé et macho facho. Et le vieux enrhumé, même lui, okay. Lui, il est prostré dans un coin, après ce qui s'est passé tout à l'heure, il est dans un coin de la salle. Ouais, et il est obligé de dire, lui aussi, il change son vote. Il ne reste que macho facho. On approche sur la fin du film, là. On est très proche de la fin du film. On est sur l'arc final, là. Ouais. Il est tout seul, mais il s'en fout. Il dit que c'est son droit. Alors, du coup, Fonda lui demande, donne tes arguments. Pourquoi tu restes là-dessus? Et là, macho facho se lève. Il est furieux. Il récapitule en gueulant. Il part dans les trucs et tout. Et il dit, le voisin du dessous a tout vu. Il y a la libye du cinéma qui tient pas. Il y a la voisine, elle a témoigné sous serment. Il cherche dans sa poche. Il dit qu'il a tout noté. Tous les faits, tout est là. Il sort son portefeuille, il le balance sur la table. Et là, on voit la photo de son fils, qu'il avait montré un peu plus tôt. Et il finit par voir aussi la photo. Et il commence à se lamenter. Il dit, ces gamins pourris, on fait tout pour eux. Et il déchire la photo. Et il commence à fondre en larmes. C'est pas un comportement de bonhomme, ça, mec. Je suis désolé, mais macho. Et en pleurant comme ça, il réalise un truc, quoi. Il réalise qu'en fait, il est biaisé. En fait, il voit son fils. Il voit son fils, il lui en veut, il est complètement déchiré. Et il finit par lâcher en pleurant comme ça, non coupable. Ok. Et la musique commence. On voit tout le monde se lever. Il y a un beau plan qui est depuis la penderie où chacun va prendre sa veste. Fonda va chercher celle de macho facho qui est toujours prostrée sur la table. Et il l'aide à l'enfiler. Et c'est beau, quoi. C'est la fin du film. Et avant de sortir, Fonda a un dernier regard sur la table des délibérations où il s'est passé tout ça. Il y a un fondu sur les jurés qui sortent du tribunal. Chacun va rentrer chez soi. Enfin, on a une ellipse sur le verdict qui a été rendu. Et là, il y a le vieux qui rattrape Fonda et qui lui demande son nom avant de se serrer la main. Et c'est vrai que depuis le début, on en a parlé, ils ne sont pas donnés le nom. Il y en a un qui s'appelle Davis, l'autre McCardle. Et c'est la fin de 12 hommes en colère. Et du coup, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. C'est tout le principe du film. On sait qu'ils ont rendu la décision non coupable, mais on n'a pas d'autre élément que ce qu'on a. À la faveur de leurs doutes raisonnables. Exactement. Et il y a un petit truc vintage sympa à la toute fin du film, c'est qu'on a des plans sur chacun des 12 jurés avec le nom de l'acteur, où on les voit, du coup on revoit toute la galerie de personnages. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Ce qui est cool, je trouve, c'est que malgré le spoil, en fait, ça gâche pas, à mon avis, le plaisir de voir le film. Parce qu'en fait, quand tu vois le film, tu te doutes, a priori, dès le début, qu'il y a des chances qu'il va être non coupable. Tu sais, en tout cas, je pense que tu dois le sentir, à mon avis, quand tu vois le film. Et ce qui est intéressant, c'est comment c'est filmé, comment c'est joué, comment la tension commence à se mettre en place. Donc, en fait, même si là, tu me l'as raconté, je pense que ça me donne plus envie de le voir, en fait, que je me dis pas, tu vois, il y a des films, en fait, si tu me le spoil, ça va un peu me gâcher le plaisir. Là, je pense pas, parce que je pense que ça doit aussi être un truc de prestation de comédien, etc., d'écriture. Donc, mais j'ai plutôt, en vrai, tu sais, parmi les grands classiques dont on parle au début que j'ai pas vu, c'est plutôt un film que j'ai, à la base, plutôt envie de voir, en fait, tu sais, parce que le huis clos, etc., et il a effectivement l'air accessible. Donc, ça me donne plutôt envie de le voir, et de voir Henry Fonda aussi, parce que je trouve qu'à l'époque, il y avait des beaux mecs chauves. Tu sais qu'il portait bien la calvitie. Maintenant, tout le monde fait des implants. C'est important. Et puis en plus, c'est une vraie calvitie. C'est pas tout rasé. Oui. Enfin, je crois que dans ce film, il a la calvitie dans 12 hommes en colère, non ? Pas encore trop. Ok.
Mais oui, moi je suis sensible à l'esthétique Jean-Pierre Bacri. Moi j'aime mieux Bruce Willis jeune, quand il a encore un peu les cheveux. Moi, il en a encore, mais il y a les tempes, etc. Tu vois. Moi voilà. je suis sur cette DA un peu. Après, elle est dure à assumer. En fait, tu veux pas trop faire pousser les cheveux. Oui, l'équilibre est fin. C'est ça. Mais non, j'ai plutôt envie de voir le film. Et puis même, parce qu'en fait, moi, Le Met, j'ai vu Un après-midi de chien, j'ai vu Serpico. Ouais. On a peut-être vu d'autres un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait dans les années 80-90 il y a le film. Des fois, je confonds avec Pollack, les films de Sidney Pollack, tu sais, qui n'ont rien à voir, mais comme ils s'appellent Sidney tous les deux. Oui, La Firme, c'est Pollack, La Firme, par exemple. Ouais, je crois. Et j'allais confondre le film de Cass avec Sean Connery, c'est Pollack ou c'est Sidney Lumet? Le film de Cass avec Sean Connery? De Cass. Ah, de Cass. Tu sais, c'est grand-père, père-fils qui sont cambrioleurs. Family Business. Avec Dustin Hoffman et Matthew Broderick. Ouais, exactement. Je crois que c'est Le Met. Et que c'est pas un très bon film, ça. Hein, de mémoire. Moi, Ah ouais, faudrait que je le revoie. En fait, je l'ai vu jeune. J'ai un attachement. Ok, je l'ai vu qu'une fois et c'est Sidney Lumet. Mais qui est un peu différent. C'est presque une comédie, non? Il y avait un truc un peu fun, non? Je sais plus. Ouais, mais en tout cas, j'ai plutôt un bon souvenir. Justement, j'ai un souvenir très vague. Mais par contre, tu vois, je reviens sur le fait que c'est quand même fou à 33 piges de faire un film que j'ai pas vu, mais qui est aussi célébré. Donc moi, voilà, j'ai vu les films qu'il a fait finalement 20 ans plus tard, en fait, dans les 70. Donc ouais, j'ai envie de le voir, vraiment. Et d'ailleurs, vraiment, je trouve que la mise en scène, c'est impressionnant. En fait, elle est moderne, en fait. Il y a vraiment des mouvements de caméra, des choix. En fait, c'est à chaque fois très pertinent l'endroit où il met la caméra et ce qu'il fait. Et comment ils déplacent les acteurs dans le champ aussi. Oui, tu dois voir la réaction de chaque personnage et suivre leur évolution à chacun au fil de l'histoire, je suppose, ouais. C'est ça. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas. Ouais, et même d'ailleurs, dans les axes de caméra, il y a une évolution au fur et à mesure du film, où au début, on est sur un regard un peu surplombant, et puis la caméra va descendre, elle va être en contre-plongée sur le dernier tiers du film. Enfin, il y a un truc... Il y a plein de trucs comme ça. Et aussi, il y a le côté... En fait, c'est presque comme les pièces classiques. Sur le côté l'interprétation des personnages, et d'ailleurs, j'ai vu le remake de Friedkin, genre un jour après avoir revu celui de Sidney Lumet, et ça m'a pas gêné de revoir exactement la même histoire, parce qu'en fait, tu vois des acteurs différents et tu vois ce qu'ils en font, quoi. Est-ce que tu as vu le remake de Psychose de Gus Van Sant? J'ai jamais vu, mais lui, il est vraiment plan pour plan. Ah ouais, apparemment, c'est vraiment plan pour plan. Je l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'il existe, quoi. Avec Vince Vaughn, je crois, dans le rôle de. Voilà. Mais tu l'as vu? Non, j'ai vu des extraits, mais je crois que l'idée, c'était juste de mettre en couleur un film. Exactement. Globalement, c'est avec Anne Heche, je crois, qui jouait le rôle de la blonde qui se fait tuer dans la douche, quoi. Mais j'ai pas vu ce film. Mais oui, j'avais même vu une sorte d'installation où tu avais les deux films côte à côte. Ouais, c'est ça, c'est le même film, voilà. Là, avec Friedkin, il a fait sa manière. Mais c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes archétypes. C'est les mêmes personnages, les mêmes archétypes, exactement. Avec, il rajoute le côté, comme il y a des personnages afro-américains dans la version de Friedkin, il y a des couches sociales différentes, qui rajoutent des degrés de lecture. Enfin, ça enrichit encore plus les personnages. Qu'est-ce que ça dit de Friedkin, le fait qu'il faisait des films pour la télé dans les années 90? Est-ce que ça veut dire qu'il était mal en point, qu'il avait besoin de thunes, ou que c'était juste un kiff? Je pense qu'il était un peu mal en point. Après, sachant que Friedkin, il a commencé même par le documentaire. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Friedkin, son premier film, c'est un documentaire sur un condamné à mort. Qui a participé à réviser le procès et à faire échapper à la condamnation à mort le gars. Et il a toujours été très engagé sur plein de trucs. Et il a fait parfois des trucs un peu hybrides et tout. Donc c'est sûr qu'il a eu un moment dans les années 70 de gloire absolue où tout lui a été ouvert, et après ça a été plus compliqué. Mais je pense que là, pour le coup, en plus avec le cast qu'il avait... il était content de faire ça, quoi. C'était pas trop en galère, quoi. Et voilà. Et sur le film, moi, le fait de le revoir, La 12 hommes en colère, il y a aussi un truc. En fait, c'est un grand film sur la démocratie américaine telle qu'elle s'est toujours rêvée, en fait. En fait, le revoir en ce moment, on est dans une phase très sombre pour la démocratie américaine. Ça peut quand même donner un peu d'espoir, parce qu'il y a ce côté. Il suffit d'un esprit qui reste digne et qui s'oppose à l'obscurantisme pour potentiellement retourner tous les autres. Et c'est vraiment de ça que parle le film. Même si, je maintiens que le gamin est coupable. C'est surtout un film sur une énorme erreur judiciaire, pardon. Enfin voilà, on a raconté 12 hommes en colère. Merci beaucoup, Mehdi. Non, merci à vous, et merci à toi de l'avoir raconté. C'était un plaisir, franchement. Pareillement. Merci à Axel à la technique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des gentils commentaires, à vous abonner, c'est toujours cool pour l'algorithme, notamment sur YouTube.
Si vous avez la flemme de nous soutenir gratuitement par un commentaire ou un like, vous pouvez nous donner de l'argent sur tipeee.com/Calmos, comme le font les pseudos qui s'affichent à l'écran sur YouTube. On se dit à très vite, à la prochaine.